t'as ton planning, t'as ta route optimisée, fils de p***. T'optimises des routes sur World of Warcraft? T'es sérieux? Pourquoi TikTok a explosé? C'est pas un truc chinois. C'est des Chinois énervés. Demander de la discrimination positive, c'est dire je ne suis pas capable d'obtenir moi-même, j'ai besoin d'un traitement de faveur, c'est-à-dire je suis inférieur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une figure emblématique du YouTube français, Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom du Raptor dissident. Autrefois connu pour ses vidéos d'actualité politique incisives, le Raptor a fait évoluer son contenu jusqu'à atteindre le domaine du développement personnel. Sa démarche actuelle, centrée sur le renforcement du corps et de l'esprit, résonne profondément avec l'esprit de cette chaîne. Nous allons aborder avec lui divers sujets, la notion de dissidence, l'influence, l'impact du monde du numérique moderne sur l'homme, et bien sûr des notions clés du développement personnel incluant la santé, le sport, le travail et le bien-être. Mesdames et messieurs, voici Ismail Ouslimani. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir quelqu'un qui est sur YouTube depuis très longtemps, qui a fait ses marques sur cette plateforme-là, le Raptor dissident, aka, plutôt Ismail Ouslimani, aka le Raptor dissident, ou le Raptor maintenant. Du coup, Ismail, bienvenue. Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Alors le mot-clé, la tradition, t'as été prévenu. Okay. Le mot-clé pour toi, c'est mot-clé dissident. Et donc, faut que je déroule exactement, là-dessus. Tu me dis ce que tu penses de ce mot. Alors toi, tu m'as dit qu'en fait, t'avais choisi ce mot-clé parce que ça t'évoquait, le mot dissident t'évoquait sortir de l'idéologie de la propagande, hein, on peut l'appeler comme ça actuellement, de la doxa. Et forcément, de ce point de vue, moi, je vais plutôt te développer ça dans quelque chose de plus abouti parce que tu vois il y a beaucoup de gens qui veulent penser le contraire pour être dissident, pour se sentir à côté. Tout ce qu'on va nous dire, en fait faut faire l'exact contraire. C'est pas toujours faux d'ailleurs, c'est même assez sain souvent des fois, ouais. Et en fait je vais aller plus loin et on va aller un niveau au-dessus, c'est-à-dire plutôt penser par soi-même, essayer d'avoir un esprit critique. Et tu vois, ça c'est un truc qui manque et qui est difficile à développer aujourd'hui parce qu'on est dans une ère numérique, d'influenceurs, des médias, de méthodes de manipulation et de propagande et de discours qui sont de niveau marketing en fait. Aujourd'hui, le marketing est plus, c'est pas uniquement, enfin c'est pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est de toujours quoi. Le marketing c'est pas uniquement pour vendre des produits. On parlait de Panzani, Barilla, c'est pas uniquement pour ça. C'est aussi pour vendre des idées. Et donc aujourd'hui, je pense que un des trucs les plus importants, un des critères, une des caractéristiques, des compétences les plus importantes pour chaque individu, c'est d'apprendre à se dissocier et à mettre un petit pas de recul pour avoir cet esprit, non pas dissident, mais esprit critique, tu vois. Et derrière, tu peux, même le mec auquel tu fais le plus confiance, moi compris, tu peux, analyser ce qu'il va dire, voir si tu as envie de te laisser influencer par cette personne, et tu vois, toujours garder en tête que tu vas être influencé, on est tous influencés, c'est pas une mauvaise chose d'être influencé, par contre, il faut être capable de choisir qui va t'influencer, tu vois. Il faut savoir que souvent les gens, quasiment tout le monde va t'influencer. Et d'ailleurs, le propre des discours, et tu vois, là on va discuter, on va développer des opinions, c'est de faire adhérer le maximum de personnes à ton opinion. Donc c'est quelque part de les influencer. Donc en fait, moi quand tu me dis le mot dissident, ça m'évoque mon ancien pseudo, tu vois, tu m'as dit le Raptor dissident, mais ça m'évoque aussi quelque chose de plus important, c'est-à-dire ne pas toujours essayer de penser le contraire, il faut que je me dissocie, si on me dit que ça c'est rouge, en fait ça c'est noir, tu vois. Juste prendre un peu de hauteur, prendre un peu d'écart et critiquer. Être critique, et critique c'est pas toujours négatif, positif, négatif, et juste essayer de se dire mais pourquoi est-ce que ce mec aurait raison? Est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi? Est-ce qu'il l'a justifié? Pourquoi? Tu sais, en posant plusieurs fois la question pourquoi, tu peux vraiment arriver à creuser un sujet et à te rendre compte si oui ou non tu y adhères. Donc voilà, en gros, ce que ça m'évoque. Et comment tu fais le choix, toi, là-dedans? Comment t'arrives à choisir celui-là? Ok, je le laisse m'influencer. Ouais. Celui-là, je le dégage. C'est une très bonne question. En général, j'essaye de savoir pourquoi est-ce que il va essayer de m'influencer, qu'est-ce qu'il veut sous-entendre avec ses idées, où il veut m'amener, est-ce que je m'accorde avec ça, est-ce que il va me proposer des pensées qui vont être limitantes pour moi, qui vont peut-être me rabaisser, qui vont me diminuer, ou est-ce qu'il va me proposer des pensées, parce que tu sais, moi je crois beaucoup au pouvoir, je sais que c'est un peu chamanique, mais au pouvoir de la pensée. Je pense qu'on peut vraiment bouleverser son identité par rapport à ce à quoi on croit. D'ailleurs, la foi et la religion, c'est la définition de ce que je viens de dire, tu vois. Ouais. Et donc, je vais voir où est-ce qu'il veut m'amener, est-ce qu'il veut me partager des pensées qui vont être motivantes, qui vont me sortir de ma zone de confort, qui vont m'amener vers mieux,
qui vont peut-être me challenger aussi. J'essaye de voir à peu près là-dessus et puis j'essaye de les confronter à mes propres opinions. Et quand quelqu'un est intéressant, il peut avoir des opinions tout à fait divergentes avec les miennes. S'il arrive à les construire, à être calme, à être ouvert à la discussion et à être sûr de lui aussi, tu vois, bah je vais me laisser avoir, tu vois, je vais me prendre au jeu, je vais l'écouter et je vais lui prêter de l'attention et du sérieux. Donc moi, c'est comme ça que je travaille, qui peut pénétrer mes pensées ou pas. Et j'essaye de laisser les gens qui ont des choses à m'apporter et qui ont des choses qui vont m'élever. Je me laisse influencer par leurs idées, je les adopte ou je les partage partiellement au moins. Ok. Et quand tu avais commencé sur ta chaîne, t'étais déjà dans cette mentalité ou t'étais plus quand même bourrin là-dedans? J'étais beaucoup plus bourrin, évidemment. Je pense aussi que il y a quand même des choses où il faut être à 100% à l'opposé. Donc c'était plus là-dessus que j'allais, tu vois, il y avait moins de besoin de nuances et moins de volonté moi-même d'apporter de la nuance parce que je voulais bourriner. Mais je gardais en fait, en réalité, c'est que je jouais à fond un personnage. Derrière, tu vois, quand tu m'avais en face ou quoi, bon, j'étais anonyme. Bien sûr que j'étais plus nuancé. En fait, le Raptor que j'avais créé, le Raptor dissident que j'avais créé, c'était le mec chiant, tu vois. C'était le mec chiant qui bourrine, mais tu vois, il y a un fond de vérité. Et c'est comme ça que c'était perçu en général. Mais après, il fallait aller au-delà de toute la façon dont je m'exprimais, quoi. Ouais. Et ça te venait d'où cette volonté de bourriner? Bah, je pense que, alors bon, déjà dans ma construction de ma personne, de toute mon enfance, etc., j'ai appris à construire une répartie. J'ai appris à me rendre compte que j'avais des points positifs en clash, en répartie, en blague, en ce que tu veux, en verve. Et c'est vrai que j'avais envie, je savais que c'était quelque chose que j'avais un talent, tu vois, là-dedans, et j'avais envie de l'exprimer réellement, et c'est donc comme ça que j'ai abordé avec ce ton-là la poétique. Aussi parce que toutes les idées poétiques et tout, c'est quelque chose de très chiant. C'est quelque chose qui, avant, et même encore un peu aujourd'hui, ça abordait de manière soporifique, tu vois, on va pas se mentir. Et je me suis dit, putain, c'est chiant, parce que c'est des sujets quand même fondamentaux. On est en train de perdre la plupart des gens, et moi-même compris peut-être, parce que il y a toutes ces histoires d'idées, genre t'écoutes un podcast d'économie, faut t'accrocher, tu vois. Et on va prendre ces sujets-là qui sont clés, qui sont super importants, et on va détendre l'atmosphère, on va rigoler, parce qu'à la fin, on a envie de pas se laisser avoir par toute cette propagande de merde, cette idéologie. Et eux, par contre, ils ont plein de formats rigolos pour faire passer leurs idées. Et moi, c'est pas une histoire de faire passer mes idées, c'est juste une histoire de rendre le sujet intéressant, divertissant, et ça passait par le texte et par le montage et par le type de truc, et tu vois, la dynamique où il fallait mettre en pause toutes les 30 secondes. Exactement. Et ça a fait mouche, et donc ça veut dire que c'était une bonne idée, tu vois. Tout à l'heure là, tu t'as dit que il y avait des sujets où effectivement il fallait partir limite par principe. Ouais, par précaution. Non, mais d'abord tu prends des précautions, tu vois, parce que t'as des exemples de sujets comme ça, hein? T'as des exemples qui te viennent en tête de sujets tu vas avoir des sujets sur la transidentité, où il y a des choses, je vais pas mentir, il y a des choses intéressantes là-dedans, où on peut, moi je suis toujours, tu sais, je suis, contrairement aux idées reçues, je suis très ouvert à la discussion et à l'apprentissage. J'aime beaucoup apprendre, je veux apprendre des nouvelles choses, je suis très curieux. Donc je veux savoir pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent. Ce qui est agaçant, c'est quand ils pensent des trucs, enfin quand ils les pensent pas en fait. C'est du psittacisme, ils vont répéter ce qu'ils ont entendu. À force de le répéter, c'est devenu dans leur dictionnaire, c'est la définition et point barre, et ils l'ont jamais remis en question. C'est pour ça, tu vois, on en revient au premier point sur l'esprit critique. Mais dans tous ces domaines-là, par précaution, je vais quand même faire le contraire. Tu vois, la dernière fois, j'ai vu une pub sur Insta pour des slips qui te collent les testicules en fait, je sais pas où, et en fait du coup qui les mettent sous chaleur et qui permettent de se stériliser en fait, comme ça. Et bon, par précaution, tu vois, je vais faire exactement le contraire. J'ai un gros caleçon qui est 3 fois plus grand que mes jambes, tu vois, et en attendant de la glace, il y a de la glace. J'ai vu que ça existait, tu sais, il y a genre des boxers où il y a des blocs de glace, mais bon, je sais pas comment je suis au courant. Mais tu vois, par précaution, je vais faire exactement l'inverse avant de commencer à réfléchir. Ça, c'est parce que tu vois, il y a des trucs comme ça, instinctivement. Les gens ont perdu leur instinct. Je sais pas si t'as remarqué, les gens n'ont plus du tout d'instinct. Ils sont brainwashed, ils sont un peu en coquille vide. Il faut récupérer cet instinct, apprendre à se refaire confiance, parce que notre instinct,
il nous dit parfois, ouf, ça pue, tu vois. Ça schlingue, c'est chelou, c'est bizarre, ça m'a l'air quand même anti-naturel, je sais pas quoi, dangereux, tu vois. Et aujourd'hui, on a étouffé. On a étouffé l'instinct en étouffant aussi tout ce qui est idées reçues. Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat. Je suis pas en train de dire que les idées reçues et les clichés, c'est super bien. Par contre, c'est des systèmes, tu vois, c'est des méthodes que notre cerveau qui est très efficace, a appris à ranger certaines choses dans des cases. Ça veut pas dire qu'il faut à tout jamais pas faire du cas par cas, pas être, tu vois, avoir des circonstances, des contextes. C'est très important d'avoir des contextes. Mais on nous a appris à étouffer ces choses-là qu'on pense. Tu croises des mecs chelous dans la rue, on t'a appris à dire mais non, c'est pas chelou, tranquille, tu vois. Alors qu'un individu sain va se dire c'est bizarre, il est 2h du matin, il y a des gens qui sont en bande, ils ont des capuches. Mon cerveau a déjà associé ce genre de comportement à des trucs risqués. Je vais m'en dissocier, ou par exemple je vais pas s'en rentrer à 3h du matin tout seul dans cette rue-là avec 3 grammes d'alcool, tu vois. Et en ayant ce genre d'instinct tout à fait tu vois cartésien et naturel, et on renoue avec quelque chose qui est au fond de nous et qui nous oriente souvent dans la bonne direction. Donc toi tu me demandais, pour raccrocher les wagons, tu me demandais est-ce qu'il y a des thèmes comme ça où naturellement je vais me mettre à 180 degrés? Bah oui, naturellement, des fois j'ai mon instinct qui me fait tu vois, c'est pas bon. Le fait d'avoir cherché à nuancer un peu plus, ou en tout cas à organiser un peu plus tes idées comme ça avec le temps, je pense que c'est juste une question de maturité, ou il y a aussi des réflexions personnelles qui ont joué? Il y a forcément les deux, parce que je commence ma chaîne YouTube il y a 8 ans, on est en 2023, je me souviens de l'année où on est, 2015, donc ça fait plus de 8 ans. Donc aujourd'hui j'ai 30 ans, donc je commence à 22 ans, même 21 ans, tu vois. Et donc forcément, les gens se rendent pas compte, mais tu vois, on n'est pas le même de 16 à 18 ans. On n'est pas le même entre 18 et 21 ans, tu vois, il y a un écart. Entre 18 et 25 ans, c'est colossal, mais entre 20 et 30 ans, tu vois, on grandit vraiment. J'imagine que je dirais pareil dans 10 ans, tu vois. Donc il y a de la maturité, il y a un changement de personnalité, et je grandis, et ma communauté grandit avec moi aussi, tu vois. Ça, c'est intéressant. Mais également, il y a assez rapidement un ras-le-bol que on m'associe toujours avec une confusion du fond et de la forme. Tu vois, on dit toujours, et puis moi ça me faisait rire, en mode bon Raptor, une fois que t'as passé, tu vois la forme, sur le fond il y a des choses intéressantes, et puis ça te fait réfléchir. Non. Et après je me suis dit putain quand même c'est con qu'il y ait plein de gens qui s'arrêtent à ça. Et au début, avant, tu vois, je me disais qu'ils aillent tu vois, ils ont qu'à faire l'effort de voir à travers le discours un peu agressif, les insultes, le montage violent et tout. Et après je me suis dit non, il faut aller plus loin, il faut mettre un peu de son ego de côté, et il faut se dire non, le plus important c'est que je sois compris, et que je sois pas non plus traité de débile mental par tous les mecs qui seraient pas d'accord avec moi. Il faut que je leur montre aussi, il faut que je démontre ça, il faut que je démontre que j'ai l'intelligence et la capacité d'argumenter et de développer des discours qui sont entendables, tu vois. Donc ça vient aussi de ça, tu vois. Après, est-ce que je pense pas que alors t'as joué à l'époque sur le côté quand même ultra clivant. Ouais. Mais mine de rien, est-ce que tu penses pas qu'on est quand même toujours dans cette période-là? Parce que tu regardes par exemple un Andrew Tate aujourd'hui. C'est une caricature typique de ça. Toi, t'as pris le parti de chercher à nuancer et d'amener plus de complexité. Oui et non, tu vois, tu me parles d'Andrew Tate. Andrew Tate, tu vas avoir des TikTok, des mini extraits hors du contexte qui vont durer forcément des périodes courtes. Et parce qu'il maîtrise l'outil de communication des réseaux sociaux, il sait que c'est des choses très clivantes, très violentes qui vont susciter pas forcément une adhésion plus grande, quoique, mais des réactions plus grandes. Et il sait qu'en suscitant l'émotion, tu t'inscris dans la mémoire. Quand toutes les mémoires sont toujours liées à des émotions fortes, tu vois. Donc il le sait. Mais derrière, t'as des podcasts qui font 2h30, qui font 3h, où là, il va développer. Et là, tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas dans la provocation uniquement. Et la provocation permet aussi, il y a un côté humoristique. Tu vois, moi, je partage ça, tu vois, dans le podcast 10 000 pas. Je suis très souvent extrêmement provoquant, et vraiment c'est parce que ça je trouve ça amusant, tu vois, je trouve ça amusant d'embêter les gens, de les traiter de clochards, etc. Tu vois, c'est des fois ça me fait kiffer. Enfin, mais là on peut cut, on a notre TikTok. Exactement. Mais tu vois, ça me fait kiffer, et c'est juste une façon de titiller, d'être marrant, mais d'aborder des sujets plus profonds et plus sérieux. Et derrière, il va avoir des formats où il va développer. Donc tu peux pas être uniquement dans la caricature, parce que derrière, en fait, quand tu vas montrer que t'es un individu normal, sain, capable d'expliquer
pourquoi il a telle ou telle position, bah là les gens sont plus enclins à t'écouter. C'est intéressant cette notion que tu as relevée rapidement sur les émotions fortes. Ouais. Parce qu'en fait, c'est effectivement, je ne l'avais pas interprété comme ça, mais ça me paraît évident, que c'est pas tant juste une histoire de clivage ou quoi que ce soit, c'est une histoire d'associer une émotion extrêmement forte à un personnage qui fait que le message s'ancre derrière. Mais oui, parce que en fait déjà il y a un côté manipulation qui est extrêmement violent. Les gens s'en rendent pas compte, mais quand ils s'énervent sur Internet, quand ils commentent, t'es un connard, jamais. Mais ça veut dire qu'un mec qui ne te connaît pas, qui est à distance, est en train de contrôler ton esprit. Parce qu'il est en train de t'énerver en disant un truc. T'imagines le niveau de manque de respiration, de self-control. Donc ça, déjà, il y a un côté un petit peu vicieux là-dedans, un petit peu violent. Puis en plus, pendant que tu l'insultes, tu travailles son référencement. En plus. Et chaque insulte que tu lui as envoyé fait qu'il y a 10 personnes qui viennent de le découvrir. Évidemment, en plus. Mais tu vois, ouais, en suscitant ça, bah, tu aurais suscité les réactions inverses et de gens aussi que ça a soulagé. Et c'est comme ça que ma chaîne aussi a évolué au début. Et même après. Les gens, ça les a soulagés. Ils se sont dit, putain, ça fait du bien. Des fois, il y aura enfin quelqu'un qui gueule à notre place. Parce que moi, tu vois, à chaque fois, on me décrit comme, ouais, tu bourrines, nanana. Mais est-ce que c'est pas quelque part un juste retour du bourrinage qu'on subit? Est-ce que c'est pas même un tout petit retour par rapport à la portion colossale de bourrinage qu'on subit? Donc quand tu as ce tout petit retour, parce que aussi il y a pas beaucoup de gens qui vont oser le faire parce que c'est puni, tu vois, socialement tu te fais casser, économiquement tu te fais casser, tu vois, j'en ai une petite idée, et parce que aussi c'est un peu difficile d'aborder certains sujets avec les bons mots, avec les bonnes expressions, avec les bons trucs, parce que certains sont vraiment très difficiles, il y a beaucoup de tabous, et ben les gens ça les soulage. Donc tu vas créer par des choses très clivantes du soulagement et donc de la gratitude. Tu vois, les gens ils vont se sentir redevables, ils vont dire putain, bah ce mec là il prend le risque, il a une grosse audience, il va passer ces messages qui nous font du bien, et derrière il y a des mecs qui vont péter un câble, tu vois, mais c'est le jeu aussi. Ouais, c'est vrai. Et ça d'ailleurs ça colle bien aussi au personnage de Papacito. Ouais, sur ce côté un petit peu où des fois il rentre dedans, il fait ses blagues, etc. Et il y a l'aspect effectivement soulagement en fait de l'audience, parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins intellectuel. Alors, il cherche quand même à pousser son audience à réflexion, mais on n'est pas dans un cours magistral de théorie politique, économique, ou j'en sais quoi. C'est ça. Moi, Papasto, tu vois, on est amis. Je pense que tout le monde le sait. C'est ma première inspiration avec son blog FDP de la mode et avec cette maîtrise de l'attaque, tu vois, cette maîtrise de l'attaque vulgaire, etc. Tu vois, on avait fait un podcast ensemble où je lui disais qu'en plus il faisait des fautes d'orthographe, tu vois, mais non-stop, et que je le voyais vraiment comme des postillons supplémentaires à la gueule des gens qui l'attaquaient. Donc vraiment, c'était la première source d'inspiration. Et derrière, en fait, tu te rends compte dans les podcasts plus longs, dans les interviews, souvent pas dans ces entretiens chocs où il va quand même, tu vois, pousser, il va développer, il va nuancer, mais il va faire tu vois, il va être clivant, tu vois. Mais derrière, quand il va faire des interviews, là, tu vas voir que le mec est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intéressé, beaucoup plus curieux et beaucoup plus nuancé, et qui va chercher un peu partout, tu vois. Quand il cherche pas toujours à faire rire, à faire le clash et tout, parce que lui aussi, tu vois, il trouve dans la provocation une forme d'humour et il adore, tu vois, il adore être dedans. Donc ouais, tu peux rapprocher les deux. Ouais. Pour revenir sur le sujet de la maturité et de l'âge, je viens de penser, il y avait Charles Gave qui avait dit, je crois que c'était dans une interview qu'on avait fait de lui, il a dit avant 27 ans, un jeune homme, il est pas fini, il y a un truc qui va pas, il lui manque un truc. Ouais. Moi c'est bon, j'ai 28 maintenant. Ah, c'est bon, t'es nickel. Et après, c'est bon, il commence à devenir intelligent. Ouais. Tu te retrouves un peu là-dedans Oui, alors moi j'ai toujours considéré que l'adolescence durait jusqu'à 25 ans. Ouais. J'ai toujours été contre le droit de vote à 18 ans. Déjà que le droit de vote... bon, déjà, on va se concentrer sur... tu vois, petit à petit, on va remonter. Et ça commence à accumuler. Voilà, c'est ça. On va se détendre. Donc, je pense qu'à 18 ans, on n'est pas... Tu vois, on sort du lycée, c'est n'importe quoi. On connaît rien à la vie. Si je dis pas ça pour faire le vieux chiant et tout, mais enfin, je me souviens de moi à 18 ans, lamentable, tu vois. Ouais. Donc il faut se construire des idées. Il y a pas beaucoup d'hommes qui sont fiers à 18 ans. Bah non, tu vois, et c'est notre parcours. On doit se former, on doit avoir de l'expérience, on doit aller à conquête de la vie, prendre des râteaux, prendre des tartes, prendre ce que tu veux, pour revenir, pour comprendre, pour voir, quand je fais ça, ça fait ça, quand je fais ça, ça fait ça. Tu vois, tous ces fils de qui ont des discours giga gauchistes, giga communistes, c'est parce qu'ils ont 18 ans. Quand ils commencent à vivre la vie, à avoir leur salaire de merde et à avoir des taxes un peu partout, là d'un coup ils se détendent sur la redistribution, tu vois. Donc t'as besoin d'expérimenter la vie, d'avoir beaucoup plus d'expérience pour pouvoir prétendre donner ton opinion à un moment. Et ouais, non, je pense que on grandit, mais après
il y a d'autres faits de la vie qui font qu'on grandit. Tu vois, quand tu te commences à vivre avec, par exemple, ta compagne, ça, c'est des choses qui te font grandir spirituellement, intellectuellement, mentalement. Quand tu commences à avoir un enfant, quand tu commences ceci, cela, d'expériences professionnelles, des business, des choses, c'est des choses qui te font grandir et c'est des expériences que tu peux accumuler que avec les années, tu vois. Et donc, oui, il dit 27 ans, j'ai envie de le croire, parce qu'il est plus âgé que nous, tu vois, donc il doit mieux connaître. Il a eu le temps de faire bien l'analyse. Puis il en a vu passer plein. Il en avait passé plein aussi. Et c'est vrai qu'on est jeune, et puis c'est vraiment des années vraiment fondatrices, fondamentales. Les gens se rendent pas compte, parce qu'ils disent, ah, t'as 22 ans, moi j'en ai 25, on est pareil, on n'est pas pareil, tu vois, vraiment. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font dans ces années, pourvu qu'on en fasse quelque chose d'autre que de rester à jouer, à geeker comme une merde. Ouais, c'est une sorte de phase, là, c'est grosso modo 10 années. Ouais. Où c'est le moment où t'es en train de régler la trajectoire vers laquelle tu vas partir après, ouais, en fait. Ouais, et c'est très violent. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de la violence. Et c'est pour ça que moi, tu vois, j'ai développé dans 10 000 pas le podcast. Je sais que je m'adresse en énormité à des gens dans la vingtaine, tu vois, ou autour de la vingtaine. Et j'essaie vraiment de leur dire, ils vont faire des erreurs. C'est comme ça, on se construit avec des erreurs. À un moment, tu vas rentrer bourré, en ayant confondu une meuf dégueulasse avec un 10 sur 10, ça m'est arrivé, tu vois. Heureusement, j'avais des amis. J'ai fait toutes les erreurs. Enfin, je l'ai pas toutes faites, tu vois. Mais t'es obligé d'en faire pour grandir, pour te construire. Mais je leur laisse dans un coin de leur tête toutes ces idées positives qui vont les façonner. Et je sais que c'est des choix difficiles à faire parce que c'est toujours plus difficile d'aller vers le travail, vers la discipline, vers ceci, cela, que de te laisser un peu happer par toutes les tentations de la vie. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a des tentations, les femmes, l'alcool, les drogues, les jeux vidéo, les trucs. C'est facile d'y céder à toutes ces sirènes, mais c'est important d'avoir au moins dans la tête que en ne cédant pas à ça et en se construisant une personnalité autour de valeurs différentes, et ben tu peux vraiment être récompensé une fois que tu as atteint la trentaine, etc. Tu vois. Donc le schéma, c'est émotion forte, la petite graine, et puis le jour où ça se réveillera. Exactement, okay. Ouais, exactement. Et pour revenir sur le droit de vote. Ouais, merde. Je me faisais une réflexion en plus il y a pas longtemps. En gros, genre il y a à peu près un siècle. À 18 ans, t'étais en âge d'aller mourir pour la France. Ouais. Et il fallait attendre 21 pour voter. Là, aujourd'hui, on a même plus service militaire, on a des grosses brêles à 18 ans, on n'a pas la moitié de la testo qu'ils avaient à l'époque, et on a le droit de vote à 18 ans. En fait, c'est clair que faut revenir à qu'est-ce que c'est le droit de vote, sans qu'on, tu vois, qu'on aille en long et en large pendant très longtemps sur ce sujet, mais le droit de vote, c'est le droit de donner son opinion par rapport à la gestion de la société. Je trouve que c'est une responsabilité énorme, tu vois. Et donc, c'est normal que avant, quand on remonte bien à avant, il y a 100 ans, normalement, pour avoir le droit de donner ton opinion, il faut que tu assumes cette opinion derrière. On n'a plus du tout ça, en fait. T'as des mecs qui vont donner leur opinion et c'est d'autres mecs qui vont l'assumer à leur place, tu vois. Donc, c'est normal que, tu vois, avant le droit de vote des femmes, tu vois, je comprends la logique de quand tu dois t'engager militairement par rapport aux opinions politiques que tu as eues, bah du coup t'as cette exclusivité de donner ton avis. Donne pas ton avis si derrière tu vas pas aller te battre, tu vois. Ouais. Donc ça me paraissait être logique quand si on reprend les plus anciennes démocraties, c'était pas le pecno du coin qui allait voter, tu vois. Donc ça me paraît normal que le mec qui va assumer, tu vois, c'est pour reprendre Andrew Tate, que celui qui va avoir la responsabilité et l'autorité. C'est des choses qui vont de pair, et tu peux pas dire ok, je vais tout décider, par contre si ça part en couille, tu vois, démerdez-vous. Hein. Je savais pas. Ouais, tu sais, mets les mains à la pâte, parce que t'as voulu mettre les mains à la pâte quand il s'agissait de décider. C'est pareil pour une entreprise. Tout le monde ne décide pas dans une entreprise. C'est les gens les plus hauts hiérarchiquement, et ils vont peut-être demander leur opinion vite fait aux autres en dessous, mais celui qui décide, c'est celui qui prend la responsabilité, donc c'est celui qui a l'autorité hiérarchiquement, tu vois. C'est celui qui récupère les lauriers, mais assumera aussi les conneries. Exactement. S'il y en a. Aujourd'hui, tu remarques que dans le monde politique, il y a pas de ça. Il y a pas de ça. Bon, les lauriers, ils sont de façon complètement truandés. Je veux dire, les prix Nobel, enfin pas les prix Nobel. Bon, les prix Nobel aussi, mais c'est dans un autre contexte. Les médailles, comment ça s'appelle là ? Non, les trucs qu'on donne là, honorifiques en France là. Tous les ans, il y a une distribution à tous les plus gros truands. Les Légions d'honneur. Les Légions d'honneur, exactement. Pardon. Tu prends la Légion d'honneur, ça a plus de valeur. Les mecs. Ils sont la dette, j'en parle pas. Tu vois, une entreprise endettée, adios. Tu vois. Aujourd'hui, on a tout un système économique qui fonctionne là-dessus. Et quand il y a des choses négatives,
il y a jamais un responsable. Il y a jamais et quand il y en a un, bon, il démissionne pas, tu vois. Gérald Darmanin, il a pas démissionné. L'autre là, le Dupond-Moretti, il a pas démissionné. Je peux te citer tout le gouvernement, ils ont tous un truc, ils ont tous des casseroles. Sur la démocratie, là, ce que tu disais. D'ailleurs, la démocratie athénienne, c'était, alors les citoyens, ils étaient certes pas très nombreux, mais en plus de ça, t'étais citoyen si t'avais fait ton service militaire aussi au passage. L'autre, celui qui l'a pas fait, il y avait pas le droit de vote, quoi que ce soit. Il faut que l'autorité et la responsabilité soient mêlées, et si tu refuses la responsabilité, tu n'auras pas le droit à l'autorité. C'est la base. Personne ne donne comme ça les ordres, n'est un petit chef, et derrière, il se casse quand il y a des soucis, tu vois. Il vient récupérer quand ça marche bien. C'est un système qui n'existe pas. Et c'est même un système injuste. Et là, t'as mis les pieds dans le plat sur le sujet un peu un politique. Tu vois les choses comment, toi, là-dessus? Politiquement, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire, alors il y a les hommes politiques à proprement parler. Ouais. Il y a, tu vois, par exemple, quand on a fait venir Yomi Denzel, lui, il disait, par exemple, que en même temps, ça pouvait être que les merdes qui étaient là aussi, dans un sens où c'est un métier de merde. Ouais. Voilà. Et puis de l'autre côté, c'est vrai, il y a eu beaucoup de remarques là-dessus qui disaient, bah oui, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de copinage, etc. Donc au final, c'est pas si mal que ça. Ouais. Alors, ouais, on peut analyser le truc sur deux niveaux. Si tu veux parler uniquement de la politique, c'est irrécupérable. C'est irrécupérable, comme il a dit, c'est des cooptations, c'est des gens qui vont t'empêcher d'accéder si t'as des intentions pures, nanana. Il y a tout le monde médiatique qui est le quatrième pouvoir et qui est en fait devenu le pouvoir principal aux ordres des gouvernements. On l'a vu pendant l'ère Covid, tu vois. Les médias, 100%, ils répètent ce que le gouvernement a donné comme consigne, tu vois. Donc, tu as une impossibilité d'avoir une émergence quelconque, quoi que les gens en pensent, de quelqu'un qui peut vraiment arriver, tu vois, parce qu'il y a du copinage, parce qu'il y a des bâtons dans les roues, parce qu'il y a du contrôle total. Donc ça, on oublie. Mais ensuite, c'est là où c'est mon discours, il faut pas que les gens se dédouanent et essayent de vivre leur vie et leur politique à travers des émissaires, à travers des relais. La politique, en fait, et ce pays deviendra exactement ce que sont ses habitants. Point barre. Donc, le jour, ça s'incarne un pays, en fait. Ça s'incarne, c'est simple. Le jour où les gens vont se dire, bah attends, je vais déjà me concentrer sur moi. Quelles sont mes valeurs? Quel est mon style vestimentaire? Quelle est mon hygiène de vie? T'as plein de mecs, ils ont des hygiènes de vie de merde, et ils viennent te dire, ouais, moi je veux un truc giga strict, dictature fasciste, je veux que ce soit un fils de tu sais, tu fais pas de sport, et tu te peignes pas les cheveux, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'attends de ce pays quand tu te peignes pas les cheveux? C'est ce que je veux dire. Coiffe-toi, non? Donc les mecs, ils ont pas un dégradé fasciste, ils veulent un pays fasciste, tu vois ce que je veux dire? Donc, un pays, ça s'incarne. Des valeurs, ça s'incarne. C'est tous les jours. C'est la façon dont tu te comportes. C'est la façon dont tu t'adresses aux gens. C'est la façon dont tu construis ton entourage. C'est la façon dont tu soutiens ton entourage. C'est la façon dont tu embrasses ton rôle d'homme. C'est la façon dont tu t'occupes de ta compagne, de ta femme. C'est la façon dont tu vis, dont tu penses, tout ça. Et en fait, tu vas donner l'exemple. Les gens vont se dire, ce mec, il est cool. Ce mec, il est intéressant. Ce mec, il est kiffant. Ce mec, il a un bon style. Et ils vont adopter par capillarité, c'est peut-être un rêve, hein, mais tes idées, parce qu'ils vont se dire, merde, ces mecs, il a des bonnes valeurs, il est stylé, il est comme ça, j'ai envie de me rapprocher de ce gars. Alors que les gars, quand ils sont là sur leur clavier de merde, à t'expliquer que t'es pas assez violent, pas assez truc, alors que eux-mêmes ne sont pas du tout une source d'inspiration pour personne, ni leur famille, ni leurs proches, ni leurs amis, ni personne dans la rue va se dire, putain, j'ai exactement envie de ressembler à ce loser qui insulte des gens sur Internet. Bah, tant qu'il y aura ça, on peut pas avancer. Et moi, tu vois, je sais que tout le monde n'est pas sauvable et que tout le monde n'a pas envie de se sauver. Donc ça fait un moment que j'ai dit, bon, bah, les gars, moi je pense que au lieu de faire nanan, lui c'est un con, lui c'est nanan, et de pointer du doigt des mecs pour se foutre de leur gueule, pour dire que c'est des merdes qui font pas assez, on va essayer d'être le plus respectable possible, le plus exemplaire possible. Déjà pour ça, mais en plus parce qu'on se sent bien. Quand on se sent fier, on se sent fier de soi quand on a eu une journée productive. On sent bien, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent avec des feedbacks négatifs en permanence. Tout le temps, ils ont honte d'eux. Tu sais que la honte, c'est le sentiment le plus violent de l'être humain. C'est le truc le plus tes hormones qui te détruit ta mentalité. D'un point de vue chimique, c'est vraiment... D'un point de vue chimique, le sentiment de honte, c'est destructeur. Et je crois qu'il y a beaucoup trop de gens qui vivent en ayant honte d'eux. Honte parce qu'ils ont des comportements
d'addiction par rapport à des jeux vidéo, par rapport à du porno, par rapport à des Netflix, par rapport à des réseaux sociaux. Honte parce que ils ont pas la vie qu'ils aimeraient avoir, mais en même temps, ils savent qu'il faudrait faire des trucs, mais ils le font pas, ils procrastinent et ils ont tellement la flemme. Honte parce que, pour des tas de raisons, honte parce qu'ils ont pas osé dire ce qu'ils pensaient. Honte parce qu'ils sont laissés soumettre par des gens qui ont parlé plus fort qu'eux. Honte parce que je crois qu'on vit aujourd'hui, et c'est ça, tu vois, la violence hormonale, en fait, qu'on subit, que beaucoup de gens subissent, c'est la honte. Et j'essaie de dire aux gens, arrêtons de vivre dans la honte si on veut espérer avoir un pays fier. Tu vois, on va reprendre Benoît Saint-Denis. Papasto a fait un podcast sur Benoît Saint-Denis qui était extrêmement bien fait, qui était drôle aussi. Ah, je l'ai pas écouté, j'ai écouté. D'ailleurs, on l'a fait venir d'ailleurs sur la chaîne. Ah ouais, je sais, ouais. Il est génial, le podcast, et Benoît Saint-Denis aussi. Benoît Saint-Denis, il a pas besoin d'écraser, de se moquer de trucs. Il vit, et je crois pas qu'il ait honte de lui, tu vois. Je crois pas qu'il ait un seul sentiment de honte. Moi, j'en ai pas, tu vois. Donc lui, je pense non plus. Il a pas un seul sentiment de honte par rapport à quoi qu'il a fait. Il vit pas dans le regret et tout. Il fait les choses. C'est un athlète de fou. Il se donne. Et ça, c'est incarné, tu vois. Ça, c'est incarné. Parce que je sais je prends cet athlète-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de regards sur lui, par rapport à ça, par rapport aux valeurs. Il a pas honte. Il dit, je vais à l'église, je vais à truc. Il a pas honte. Il incarne, il dit qu'il aime la chevalerie, qu'il a toujours rêvé d'être chevalier. Il vit, il l'incarne. Et c'est ça, je pense que les gens devraient s'en rapprocher. Et pour s'en rapprocher, je suis désolé, je suis un peu long. Non, mais pour s'en rapprocher, on a le temps. Pour s'en rapprocher, ils doivent construire un ego. Et pour construire un ego, il va falloir qu'ils mettent leur ego de côté pour l'instant, parce qu'en fait, ils sont très arrogants. Ils pensent qu'ils ont rien à apprendre. Ils pensent qu'ils ont pas à s'améliorer. Ils pensent que, ouais, ta gueule, de toute façon, avec tes conseils de merde, ouais, douche froide et méditation, connard, tu vois. Ils pensent qu'ils ont rien à améliorer d'eux et que de toute façon, c'est des trucs d'arnaqueurs sur Internet, je sais pas quoi. Non, les gars. C'est vraiment le cursus par lequel sont passés tous les hommes accomplis de ce monde, tu vois. Et ils ont besoin de mettre leur ego de côté, d'arrêter d'être arrogants pour se construire un ego et se respecter. Et quand tu te respectes, tu refuses d'avoir honte. Tu refuses de te laisser faire. Tu refuses de te laisser aller. Tu refuses d'avoir une vie qui est pas à la hauteur de ce que tu as comme impression de toi. Et donc après, moi, c'est ce que je leur dis. Faut pas non plus être délusionnel, hein, faut pas être délirant. Construisez-vous un ego, mais il faut que derrière vos actions et vos compétences matchent les standards de cet ego. Donc voilà, en gros, tout mon discours de ces dernières années. C'est très cohérent. Mais d'ailleurs, ça m'a fait tilter quand t'as parlé du style vestimentaire. Ouais. T'as déjà vu passer, genre, sur les réseaux, t'as souvent des petites vidéos de, genre, les rues de Paris en 1900, je sais pas combien, etc., et où tu vois tout le monde super bien habillé. Ouais. Et tu vois les commentaires. Et moi, ça m'avait marqué. Limite, je m'attendais à plutôt à ce que les gens critiquent ou j'en sais rien. Et les gens sont tous dans les commentaires en mode, c'était incroyable cette époque. Quand est-ce qu'on se rhabillera comme ça? mais les gars, vas-y. Je suis tout seul en costume dans la rue. C'est ça? Vous faites quoi? C'est ça, exactement. Alors bon, tu auras toujours des arguments de prix, de ceci, cela. De ce que j'ai compris, tu as accueilli d'ailleurs dans ton émission, j'ai oublié son nom. Hugo Jacomet. Exactement, ouais. Hugo Jacomet, qui est vraiment la figure la plus populaire, je pense, en France, dans tout ce qui est ce qu'on appelle l'art sartorial. Alors, moi, j'ai pas envie d'imposer leur style aux gens. Je leur dis d'essayer, parce que moi, tu vois, j'avais des idées reçues. Je me disais, bah ça, c'est pas fait pour moi, ça a jamais m'allé, je sais pas quoi. Essayez, testez, tentez-vous. Sortez du basket jean t-shirt, parce que pour de vrai, genre, c'est vraiment random de chez random. Et puis, vous allez voir ce que ça va vous procurer aussi comme sentiment. On se sent mieux, on se sent bien, tu vois. Et oui, les gens, quand ils voient les paris 1950, blablabla, quand est-ce que... Bah, comprenez que cet amas de population, de personnes, c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et beaucoup de gens vont suivre le style quand ils vont voir qu'il est plus répandu. Et tu vois, c'est une passivité facile. C'est une passivité qui est confortable de dire j'aimerais que ceci soit comme ça, j'aimerais que cela. On se sort de l'équation. Mais quand on réalise qu'on fait partie de l'équation et que ça va être encore plus dur maintenant parce qu'on doit amener cette mode, on doit amener ce style et que du coup on va subir les regards, la pression sociale, blablabla. Là, c'est beaucoup de travail, c'est chiant, ça sort de la zone de confort. On va quand même pas se faire chier, tu vois. On va laisser les autres faire un truc. Et une fois que c'est fait, on va se greffer à ça. Et c'est dommage de rester dans cette passivité parce que c'est la passivité qui tue aussi ce pays, tu vois. Tout à l'heure, tu avais parlé de construire son ego. Là, quelqu'un qui est aujourd'hui au fond du trou,
Ouais. Un petit peu. Genre, là, ça l'a fait tilter, quoi. Quand tu vois, t'as parlé, il s'est dit, c'est vrai, j'ai honte de moi. C'est vrai, je suis une merde. T'as dit, bon, mettre son ego de côté, puis après, quand tu construiras ton ego. Mais d'un côté, c'est un peu flou quand même comme concept. Oui. Est-ce que tu peux préciser peut-être un peu plus? Alors, en fait, pourquoi j'ai mis en parallèle ego? Parce que je l'observe. Je vois beaucoup de gens qui sont très réticents à l'idée de progresser, qui font ouais, de toute façon moi je suis très bien comme ça, c'est des conneries, blablabla, parce que la réalité c'est que leur cerveau construit des subterfuges pour pas sortir de leur zone de confort qui justifie après coup. Ouais, exactement. Et donc je dis là il y a un problème d'ego. Il y a un livre de Ryan Holiday qui s'appelle The Ego is the Enemy qui parle entre autres de ça. Et moi, en fait, souvent, je dis construisez un ego et on se dit, bah non, l'ego, c'est pas bien, l'ego, faut le mettre de côté. Non, l'ego, au sens quand vous êtes arrogant, alors que vous en avez pas les moyens. Tu vois, on va reparler d'Andrew Tate, on peut se permettre de dire certaines choses, on peut parler de Cédric Doumbé, si tu veux revenir sur un référentiel français, on peut se permettre d'être très vantard quand on a les compétences, les moyens, le palmarès, les preuves, les actions, qui viennent matcher ce qu'on est en train de dire. Il y a beaucoup de gens, les mecs, ils se prennent même pas pour des trucs très hauts. Ils se prennent pour des trucs moyens et c'est déjà trop haut. Je suis désolé, c'est déjà trop par rapport à ça. Et je leur dis, faites le point sur votre vie. Est-ce que à un moment vous êtes un peu frustré, sans vouloir être méchant, tu vois, parce qu'on traite les gens de frustrés sur Internet. Voilà. Est-ce que peut-être vous êtes frustré? Est-ce que peut-être vous êtes pas content de vous, pas fier de vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez améliorer dans votre vie? Est-ce que si demain je vous disais dans un exercice, tu sais, de discours d'invention, comme on fait là en français philo là au lycée, dans un discours d'invention, je vous disais, décrivez-moi la personne idéale si vous étiez, je sais pas, au Moyen Âge. Est-ce que vous écririez, je suis une merde qui se lève tard le matin, qui mange, mais c'est ça, qui mange que de la merde, qui sert à rien, qui joue aux jeux vidéo, tu vois, qui se branle 7 fois par jour, ou est-ce que vous écririez, moi j'aurais adoré être à cette époque quelqu'un sur qui on peut compter, un mec qui a les moyens de défendre ses idées, truc. En général, c'est plutôt ça qu'ils vont écrire. Et là, je leur dis, c'est le moment de passer à l'action parce que vous avez vraiment la possibilité, pas d'atteindre peut-être des sommets, pas tout le monde n'atteindra les étoiles et le soleil, tu vois, mais vous pouvez vraiment devenir quelqu'un que vous ne penseriez jamais devenir. Et moi, je l'ai vécu et c'est ça que je raconte aussi. Je raconte toujours mon histoire. Parce que je veux que les gens sachent que on n'est pas comme ça, tu vois, on doit se battre. On doit se battre contre soi-même en fait. C'est pas toujours contre un ennemi. Tu vois, les gens ils pensent que leur ennemi c'est la Russie, leur ennemi c'est je sais pas quel pays. Non, la France est déjà en train de se battre avec elle-même, tu vois. Et souvent on doit se battre avec soi-même parce qu'on a beaucoup de vices, beaucoup de choses à améliorer. Donc c'est là quand je parle, tu vois, de l'ego à mettre de côté. Et après, tu vois, je dis construire un ego, c'est-à-dire au sens je suis une personne qui existe, je suis un monsieur, comme dirait l'autre, et donc je mérite le respect, tu vois, je mérite le respect, mais est-ce qu'on peut me l'accorder par rapport à ce que je fais tous les jours? La question, on revient à l'esprit critique tout au début. Pourquoi? Tu vois, je mérite le respect, pourquoi? Parce que je fais ça. Pourquoi? Tu vois, il faut que les gens se disent qu'ils méritent le respect, il faut qu'ils se respectent eux-mêmes avant. Et donc, en te respectant, tu veux plus avoir honte, tu veux être quelqu'un de stylé, donc tu vas faire l'effort visuellement, dans ton comportement, dans ton emploi du temps, dans ceci, cela, tu vois. Ouais, c'est un peu l'image que je crois que c'était toi en plus qui l'avais donné dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, d'à côté, t'es dans la vraie vie, tu fais 50 kilos tout mouillé, mais dans ton jeu vidéo, t'as pris un Golgoth de 2 mètres qui fait 150 kilos. Dans le jeu vidéo, le mec, il fait toutes les quêtes journalières. Tous les jours, il va tac. Le mec, il sait qu'il va se connecter à 8h30 ou à 14h, plutôt. Il va faire tac. Il a son planning. Je te jure, j'ai joué comme un porc à WoW, j'ai joué comme un porc à Dofus. T'as ton planning, t'as ta route optimisée, fils de t'optimises des routes sur World of Warcraft, t'es sérieux? T'as des montures volantes plus 250% de vitesse et dans la vraie vie tu peines à marcher, tu fais même pas tes 10 000 pas, tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs ils ont des routes optimisées, des stuff optimisés, des personnages optimisés. Quand ils recrutent des mecs en groupe, ils s'associent que à des gros porcs qui ont 250 années d'expérience qui peuvent tu vois. Mais dans la vraie vie ils s'associent à des losers, ils ont aucune optimisation, ils font les trucs au hasard. Et t'as pas capté que le jeu vidéo exploite ce besoin qu'ont les hommes d'avoir du statut, d'optimiser les choses, de peser,
et il te le détourne de ta propre vie. Alors évidemment, c'est beaucoup plus dur dans la propre vie. Moi, je monte un perso de Dofus en 2 semaines, je suis level 100, tu vois. Dans la vie, level 100, t'es c'est-à-dire, ce qui est vicieux avec les jeux vidéo, c'est qu'ils ont, au tout début des jeux vidéo, ils avaient pas trouvé encore le juste milieu. C'est-à-dire, c'était vraiment soit trop simple. C'était trop dur. Soit c'était un truc trop dur. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été traumatisé en enfance. Ma mère m'avait fini une console. J'ai joué au Tortue Ninja, sur la Nintendo 64, mais oh l'horreur. Ouais, j'ai jamais compris le jeu. Avec des touches cachées. En plus, alors moi, à mon époque, les jeux étaient en anglais, tu sais. Donc, tu te tapais un jeu que tu comprenais pas parce que t'as 6 ans. Ah, non, donc, tu déchiffres les touches, tu testes tout, je fais, ça fait ça. Infect. J'avais passé des journées sur ce jeu. Et alors, le premier niveau le plus dur de l'histoire. Et après, tu te rends compte que tu peux juste le contourner. C'est la carte est passée au niveau 2. Ah ouais? Ouais, il y avait un truc comme ça. Je te jure, vraiment ce genre de douille. Mais moi, j'avais joué à Prince of Persia. Je sais plus comment ça s'appelait, enfin, 2D ou 3D ou je sais pas quoi. Et le truc était chronométré, en fait. T'imagines que les développeurs ont fait des jeux chronométrés, ces fils de pute. Ils mettaient 1 heure de chrono. Tu découvres le truc, hop, tu sais, tu peux pas apprécier le jeu. T'as un chronomètre qui tourne, t'arrives à 1 heure, on recommence. T'as un truc de game over avec une musique qui te fait mal au cœur, tu sais. Ça te met le stress. Tu prenais des coups de stress, c'est en perdant. Donc, c'était autre chose, ces jeux-là. Et justement, aujourd'hui, ce qui est très difficile, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en a pas compris. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux, tout, en fait. C'est qu'on a mis là-dedans de la science qui analyse ton comportement et qui l'optimise en fonction de ça. C'est-à-dire là, les jeux aujourd'hui sont tous pensés pour qu'ils soient à la fois pas trop difficiles et à la fois pas trop simples, de manière à ce que tu finisses tout le jeu. Mais pourquoi sortes jamais? Pourquoi TikTok a explosé? En fait, les gens ont pas compris. Ils ont fait, ouais, c'est un truc chinois, hein. C'est pas un truc chinois. C'est des Chinois énervés qui ont passé des centaines d'heures à avoir toutes les statistiques. Les gens dans les jeux vidéo, encore une fois, dextérité, force, intelligence, vita, je sais pas quoi, esquive, nanana. Ils ont des statistiques, mon pauvre, ils en font des vidéos, tu sais, pour t'expliquer comment optimiser le truc. Mais en fait, les mecs des réseaux sociaux, ils ont toutes les statistiques à un point qu'on n'imagine même pas. J'ai appris récemment que même dans les magasins, alors c'est peut-être que c'est que aux États-Unis, les caméras ont des statistiques sur les clients, combien de temps ils passent à la machine à café, et sur les employés. Pour se dire, tiens, ce mec, il faut que je lui fasse un recadrage parce qu'il passe trop de temps à faire un café et à parler, trucs. Les patrons de ce monde ont les statistiques, mais à un point extrêmement poussé, parce qu'ils savent, il y a des leviers psychologiques, il y a des leviers marketing, il y a des leviers de l'humain, ils l'exploitent à fond pour avoir les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est clair. Et le truc, c'est que, personne n'a compris ça. Et c'est pour ça aussi, avec les enfants, c'est encore pire. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, on a grandi avec les jeux vidéo. Ouais. Et on se dit, on n'est pas mort. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas les mêmes jeux. C'est vrai. C'est vrai. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Et c'était pas forcément au même âge, tu vois. Alors, moi, j'ai eu assez tard, entre guillemets, j'ai eu la Game Boy Advance, tu vois, quand j'avais 9 ans par là. Mais c'est vrai qu'il y avait eu la Game Boy Color avec Pokémon, truc à 6 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être de plus en plus tôt, parce qu'il y a aussi un abandon des parents, parce que c'est difficile, tu vois, d'occuper un enfant, laisse tomber, tu vois. Il y a la maman qui doit aller au travail, etc. Donc, en effet, oui, on est en train de créer des mauvaises habitudes dès le départ. Ouais. Mais en plus, c'est que, genre, je me souviens sur un truc Pokémon, tu sais, t'avais une seule sauvegarde. Ouais. C'est les premiers. Ouais. Et j'ai retrouvé récemment une Game Boy. Et il y a une trace de dent dessus. Et ah ouais. J'avais ragé comme un malade. J'avais bouffé la Game Boy. Oh putain. Pour te dire le mal que ça fait. Je te jure. Non mais regarde, les mecs ils s'énervent sur des League of Legends, c'est normal. C'est normal, je mets 15 guillemets, hein. C'est normal parce qu'en fait, il y a des jeux qui te demandent, alors je parlais vraiment de League of Legends là, qui te demandent un niveau d'attention, de concentration, de réflexe qui sont très difficiles à maintenir pendant des parties qui durent 30 minutes. Et ça te met sous tension de fou furieux. Il y a des mecs qui passent des heures par jour, faut se dire. Et ils sont même pas joueurs pro, hein. Ils sont platine grand max. Hein. Ils sont silver, ces bâtards. Et en plus, il y a un aspect de groupe. C'est du 5 contre 5. Donc en fait, toute cette attention, toute cette énergie, tout ce focus que tu mets dans un truc, quand t'as un mec de ton groupe qui le fout en l'air, mais gros, mais c'est pour ça qu'il y a des mecs qui se font ban leur compte toutes les semaines. C'est que ça rend fou. Donc c'est très vicieux. Hein. T'imagines la capacité à focus que t'avais sur les jeux vidéo si tu pouvais l'avoir dans le travail. Et ouais. On va raccrocher sur ton virage business. Ouais. Déjà, est-ce que quand t'as commencé, tu t'es dit à un moment donné, allez, il est temps d'accélérer le rythme et de se dire, on va faire de l'argent, on va monter une boîte, on va faire des trucs. Est-ce que t'avais des a priori par rapport à ta position précédente en mode Raptor dissident et comment tu les as gérés à ce moment-là? En fait, en réalité, on remonte à 2016. Ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube. Au bout d'1 an et demi, j'ai fêté mes premiers 100 €. Et je me souviens que j'avais fait, putain, j'ai fait 100 € et tout à mes potes. Et m'avaient fait, ah ouais, sur la dernière vidéo,
Il dit non, gros. Sur toute la chaîne. Mais pour moi, c'était de la folie, tu vois. Enfin, parce que j'étais démonétisé tout le temps, blablabla. Et là, je me dis, bon, soyons très sérieux. Quelles sont mes perspectives d'avenir? Je suis plus anonyme. J'ai des discours éminemment politiques qui vont me coûter énormément dans le social, dans les relations amoureuses, dans les relations, enfin dans ma situation économique, trouver un emploi, blablabla. Est-ce que je peux continuer à vivre en étant démonétisé et comme ça les gens sont contents parce que au moins je fais ça gratuitement, parce que les gens adorent quand tu es dans la merde. Les gens sur internet adorent, c'est peut-être un mode de pensée exclusivement français, mais ils aiment beaucoup te voir souffrir. Il y a un côté, tu es martyr, tu vois, t'es dans la galère, mais au moins c'est pour la bonne cause. Alors j'ai une nouvelle pour toi, je suis pas obligé de crever à gueule ouverte pour la bonne cause, tu vois. On peut associer les deux. Okay. Les Cambronnes. Voilà. Et donc il y a cette pensée-là tout de suite qui me vient et je me dis, bah attends, tout de suite je me dis, qu'est-ce que je peux apporter aux gens pour qu'ils me rétribuent? L'entreprise. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens pour qu'ils me rétribuent? J'ai pas envie de faire un appel aux dons, je sais pas quoi. Et donc bon, à l'époque, j'ai ouvert sous forme de Tipeee, tu vois. Donc Tipeee, oui, c'est une plateforme de donation, mais bon, pour 1 euro, pour 2 euros, j'avais pas, tu vois, faut pas abuser. Mais dès que tu montais c'était n'importe quoi, hein, c'était des montants très faibles, à 15 euros, à 30 euros. Je me disais, bah, j'ai un petit peu d'expérience dans la muscu, peut-être que je peux essayer de faire un programme, un truc. Et donc, je fais des programmes aux gens pour très peu. Mais tu vois, j'avais compris et je voulais être dans l'optique que si des gens me donnent de l'argent, il faut derrière qu'ils aient une rétribution. Et pas uniquement une rétribution, c'est-à-dire une vidéo à l'époque tous les 6 mois, tu vois. Donc, je me suis mis là-dedans et ensuite, j'ai professionnalisé ça au fur et à mesure. Je sais plus quelle était ta question. C'est comment t'as géré ce passage du Raptor dissident au Raptor entrepreneur? Bah, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, bah, ça marche bien. Ça a tout de suite bien marché, Raptor Coaching Pro. Et puis, j'ai laissé ça sans trop me poser de questions parce que je me suis un peu laissé vivre et ça marchait plutôt bien. Ouais. Et puis, en fait, il y a eu le tournant où j'ai eu un enfant en février 2020, tu vois, il est né. Et là, je me suis dit, bon, il faut que tu ailles plus loin parce que ta femme, elle va devoir rester à la maison, elle va s'occuper de ton fils, donc il faut vraiment que tu prévois déjà que tu sois capable de tout entretenir. Et je me suis dit, il faut que tu sois capable d'aller plus loin parce qu'on a quand même des métiers assez volatiles, on a des métiers éphémères, même si je mets des guillemets parce qu'on faut pas abuser, ça dure pas un jour, tu vois, la popularité, mais il faut penser à après. Et pour penser à après, bah, il faut capitaliser sur le moment où t'existes encore, tu vois, où t'es dans les cœurs des gens, où ils t'attribuent de l'attention. Et donc, je me suis dit, faut pas que je vive dans le regret. Là, j'ai quelque chose en or entre les mains. J'ai gagné, attention, c'est pas d'un coup, je suis tombé 700 000 abonnés, des millions de vues, je sais pas quoi. J'ai gagné cette notoriété et je vais profiter de ça pour non pas faire de l'argent, tu vois, mais pour faire de l'argent en vendant des bons produits, en ayant encore une plus-value. Tu vois, le coaching, il suffit de regarder les transformations des mecs, les mecs, leur vie change. Moi, je regarde toujours le regard, tu vois. Ouais. Le regard des mecs avant, tu sais, avant, il est en mode bancal, tu vois, en mode, je sais pas trop... Un peu vide. Ouais, en mode déçu. Je suis déçu d'être moi. C'est la photo que je viens de prendre. Et après, les mecs, bon, leur mâchoire se dessine et tout quand ils perdent du gras et tout, et ils ont un regard plus déter. Et donc, quand je gagne de l'argent, c'est pas, tu vois, je suis un des rares à pas faire de merchandising, par exemple. Déjà parce que c'est très compliqué de le faire made in France. Les tarifs sont très hauts. Ouais. Et à la fin, tu te retrouves avec un prix de production, je sais pas, à 30 euros. Donc, c'est-à-dire que tu vas vendre ton t-shirt à 40 euros, avec les frais de port, blablabla. Tu vas pas vendre un t-shirt 40 euros, tu vois. À un moment, le mec, il va mettre un pyjama. C'est quelle est la plus-value de ça? Donc, tu vois, moi, je vends pas du merchandising. Mais quelle est la plus-value que je peux apporter tout en gagnant ma vie? Coaching, complément alimentaire made in France de superbe qualité. Et bon, le podcast, il est entièrement gratuit, mais ça me permet aussi d'avoir de l'acquisition, de pouvoir aussi présenter mes produits et ce que je fais, et puis de montrer aux gens que t'es pas obligé aussi de toujours faire payer pour donner de la plus-value. Et en général, il faut donner pour recevoir et que les gens aient de la gratitude envers toi. Et donc moi, c'est ça que j'ai voulu faire. C'est pour ça que je fais pas de fringues, je fais pas de casquettes, je fais pas des trucs comme ça. Non pas que je jette pas la pierre sur ceux qui font ça, tu vois. Je trouve que c'est un modèle intéressant quand tu veux financer tous les autres projets. Parce que dessus, tu peux faire une meilleure plus-value, c'est plus facile à faire. Tu vas pas te prendre la tête, le mec il va pas te faire le t-shirt il est bof, tu vois, en général un t-shirt c'est un t-shirt, tu vois. Mais j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire continuer, parce que moi je considérais que ma chaîne YouTube aidait des gens. Je le voyais dans les commentaires. Bon, il y avait des gens qui me disaient j'ai bien rigolé, mais j'ai aussi un peu les larmes aux yeux parce que c'est triste ce que tu dis. Donc je voyais que j'aidais des gens, mais que je leur mettais quand même le bad, tu vois. Mais que je leur donnais du bonheur, que je leur donnais aussi des idées critiques, tu vois, la vidéo sur les inégalités salariales, blablabla.
je me suis dit, j'ai envie de poursuivre, c'est ce que j'ai envie de faire. Tu pourras détailler après sur les sites d'égalité salariale. Juste comme ça, une petite piqûre de rappel parce que c'est ressorti à nouveau comme tous les ans. Bah, bien sûr, parce que comme tous les ans, les femmes travaillent gratuitement, comme tout le monde le sait, tu vois. Exactement. Et ça, c'est les femmes blanches, parce que les femmes racisées travaillent gratuitement depuis février, tout le monde le sait. on en revient après. Mais j'ai mêlé ce que j'aime faire. Vraiment, ce qui me fait que je travaille plus que les autres, c'est que j'ai envie de faire des trucs qui vont aider, qui vont bénéficier aux gens pour de vrai, tu vois. Et après, bah, je suis content de gagner ma vie avec ça, tu vois. Voilà. Tu veux reparler des inégalités? Les inégalités, tu fais un petit. Alors, les inégalités salariales, c'est une énorme fraude, bien sûr. L'argument qu'on donne toujours, c'est par l'absurde. Si les femmes étaient moins bien payées, les entreprises n'embaucheraient que des femmes. Donc, je l'ai montré. Bon, c'était connu, mais il fallait le mainstreamiser. Donc, je l'ai montré à travers une vidéo qui a, je sais plus combien de vues. Et en fait, quand les statistiques sont sorties en comparant le métier, enfin tous les métiers de tous les hommes à tous les métiers de toutes les femmes, et on remarque juste en fait que naturellement il y a une répartition des hommes dans des métiers avec des plus hauts risques, donc des primes au risque, avec plus d'heures de travail, avec des vies de sacrifice, et les femmes sont libres. Aujourd'hui, une femme peut créer une chaîne YouTube, par exemple. Elle peut créer la chaîne YouTube, il y a aucun souci, elle est libre de le faire. Où est la Raptor? Je pose la question, parce qu'on va entrer dans la deuxième partie sur toutes les critiques que je reçois sur cette vidéo. Où est la Raptor? Donc, on a des centres un peu naturels d'intérêt qui se traduisent à la fin dans les métiers. Dans les métiers d'assistance à la personne, on va trouver plus de femmes. Dans les métiers des chantiers, on va trouver plus d'hommes. Pour reprendre des trucs que tout le monde peut comprendre. Et dans les métiers de haut sacrifice, de haut PDG d'entreprise, on trouve souvent des hommes parce que ça demande énormément de sacrifices. Et en fait, on ose comparer les deux. Et puis, dans les métiers, forcément, avec des moins de temps plein, des mi-temps, des trucs comme ça. Et là, les gens te disent, oui, mais c'est parce qu'elle doit s'occuper des enfants, comme par hasard, c'est elle. Oui, en fait, c'est plus pratique. c'est plus naturel, c'est hormonal. C'est la femme qui porte l'enfant. Il y a tout un attachement différent. C'est pas la même patience. Moi, je le vois avec ma femme. Je donnerai jamais mon enfant dans une crèche tenue par des mecs. Je sais pas si t'imagines l'horreur, déjà la vision d'horreur. Si tu veux, ils ont entre les jambes, ils ont une arme, tu sais. Donc j'ai pas envie qu'ils s'en servent. Rien que pour ça. Et puis c'est pas la même patience, c'est pas la même. Ça veut pas dire qu'il y a pas des femmes qui ont déjà pété les câbles. En crèche, il y avait eu des, tu vois, il y a déjà eu des histoires sordides et tout, tu vois. Mais bref. Et donc on ose comparer ça. Et en fait, quand on compare à métier égal, à heure égale, parce qu'il y a ceux qui font des heures sup, il y a ceux qui en font pas. Tu vas pas commencer à comparer ça. Blablabla. Quand tu normalises le tout, tu obtiens des écarts de 3 à 4%. Et ça n'existe même pas. Ça, c'est des communistes qui ne connaissent même pas le travail. Qu'est-ce que c'est poste égal, travail égal? Il y a toujours des mecs qui vont être plus productifs. Je trouve ça fait même l'effet inverse. C'est-à-dire, donc les entreprises ont envie de rémunérer mieux celui qui travaille mieux. Ouais. Et l'autre, bah, bon, qui fait son travail, bah, non, mais normalement, ça n'existe pas. Tu peux pas rémunérer mieux. La statistique à travail égal n'existe pas. C'est une idée de l'esprit. C'est une vision mathématique d'un phénomène physique. En gros, tu vois, les mathématiques, c'est un truc qui est très rigoureux. Et la physique, tu vois que dans le vrai monde, tu vas devoir prendre plus de choses en considération. Il y a des mecs qui vont fournir un peu plus de travail, des meufs qui vont fournir un peu plus, qui vont être meilleurs en négociation, qui vont avoir aussi une meilleure relation de confiance. Tu peux pas isoler toutes ces données. Donc, ce que je disais à la fin, c'est bon, bah, t'arrives à 3-4%. Ce n'est pas significatif. Et en fait, ça revient comparer tu peux comparer deux mecs et trouver 3 à 4% de différence au même poste. Donc, le sexe n'est plus un critère significatif de comparaison. Donc, stop, on sort de ça. Maintenant, oui, et ça, je vais le dire, il va y avoir plus d'embauches sur les mecs parce que il y a le facteur enceinte. Et c'est des frais en plus. C'est aussi un projet qui va être stoppé parce que tu vas devoir remplacer la femme qui va partir. Donc, c'est des prises de risques que beaucoup d'entreprises n'ont pas envie de prendre parce que ça peut devenir compliqué. Et ça, malheureusement, bah, c'est les faits. Et ça sert à rien de se faire une ablation de l'utérus. Je peux pas juste te dire que c'est... en fait, ce qui est chiant là-dessus, moi, en fait, c'est... Je comprends... En fait, les deux positions sont justes, en fait. C'est-à-dire la femme qui dit « Ouais, mais moi... j'aimerais pouvoir... » Et la personne qui l'a recruté ou le patron qui dit « Ouais, mais moi, je dois faire mon projet. » Voilà. Et donc, à tout moment, tu rencontres un mec, tu me mets un enfant dans le dos, ça va mettre mon projet en stand-by, je vais devoir recruter quelqu'un pour te remplacer, ça va faire nanana. Je dis pas que c'est juste, mais on est fait de différence et donc tu vas retrouver des comportements où on va favoriser le recrutement d'un homme à la place d'une femme pour des compétences égales, etc., etc.
Donc ça, c'est une réalité. Ça dépend des milieux en plus. Ça dépendra des milieux. milieux. Si t'es... moi, j'ai une formation de dev à la base. Ouais. Et une femme qui sait coder, mesdames, vous trouvez un boulot comme ça. Ah ouais. Ah, c'est extrêmement simple parce qu'il y a que des mecs, il y a que des couilles dans les. Ouais. Donc t'as besoin pour l'ambiance, pour l'ambiance, etc. Ils cherchent au moins à avoir une fille dans le tas, un truc. Oui. Et elles sont tellement peu nombreuses. Moi, dans ma promo, on était genre 110. Il y avoir 8 filles. Et puis en plus, il y en a qui ont arrêté après, qu'on fait autre chose. En voilà. Et bah, du coup, celle qui cherche un boulot, mais elle le trouve super vite, super facilement. Et même pour la petite anecdote, j'étais consultant à une époque. Et mon business manager m'avait raconté que il y a des fois où il arrivait plus facilement à vendre cher les femmes que les hommes. Ah ouais. Ouais. Sur les prix de consulting, parce que alors après je sais pas si pour autant lui c'est juste qu'il margeait plus ou la fille récupérait plus d'argent, je sais pas, mais le fait est que c'était plus simple pour lui de le vendre derrière parce que leur boîte elle le demandait. Elle disait j'ai besoin d'une femme et j'en trouve aucune. Mais si tu veux même si tu veux finir sur le sujet, je suis désolé, mais en fait, ça, c'est une manipulation. Cette histoire d'inégalité salariale, je pense que tout le monde s'en rend compte aujourd'hui, c'est une manipulation politique pour segmenter les populations et faire de la rivalité, de la confrontation homme-femme. Je suis désolé, il n'y a pas une team, ce que je dis dans la vidéo, il n'y a pas une team FC homme et AS femme. Ouais, un mec qui gagne plus que moi, je me dis pas, let's go, la moyenne elle monte et tout. Je suis en mode, bah, c'est pas moi que j'en ai à branler. Bill Gates, il gagne plus que moi. Je suis pas en mode, putain, lourd, la moyenne elle va monter et tout, on est bien, les hommes, on est privilégiés, hein. Je suis en mode, bah, c'est pas moi, il paye pas mes factures, qu'est-ce que j'en ai à foutre de lui, tu vois. Donc, c'est même pas un truc intéressant. C'est un sujet inventé de toutes pièces. Voilà. C'est même pas intéressant, c'est statistique de merde. Mais qui, en plus, valide tous les clichés comme quoi les femmes seraient pas douées en sciences. Non, mais, du coup, ça valide le fait que les stats, ils savent pas les faire. C'est exactement ça. C'est que je dis là, c'est pris de ce côté-là. Attention parce que des gens mal intentionnés pourraient voir la stat et dire, bah, d'après ces statistiques, les femmes sont nulles pour être des chefs d'entreprise, les femmes sont nulles pour faire des métiers difficiles, les femmes sont nulles pour faire des métiers de sciences. Donc ça va retomber dessus. Et troisième et dernier point, la solution qu'elle demande pour avoir une égalité, non pas de traitement, parce qu'il y a une égalité de traitement, même si, je te dis, le fait qu'elle puisse devenir enceinte et tout peut poser des freins, ça je vais pas le nier. Il y a une égalité de traitement, mais elles veulent une égalité de résultat. Donc elles veulent pas qu'on démarre de la même ligne de départ, elles veulent qu'on arrive tous en même temps à la ligne d'arrivée. Tu vois, tu prends une course, un 400 mètres là, elles veulent pas, leur problème c'est pas qu'on démarre tous à égalité, et puis il y en a ils vont courir plus vite, il y en a ils vont truc. Elles veulent qu'on arrive tous en même temps, le même résultat. Et ça c'est profondément communiste, c'est profondément injuste. Et pour l'obtenir, elles demandent quoi? De la discrimination positive. Et là, on se lance sur un tout autre sujet qui est en fait assez humiliant. Demander de la discrimination positive, c'est dire je ne suis pas capable de l'obtenir moi-même, j'ai besoin d'un traitement de faveur, c'est-à-dire je suis inférieur. Donc attention à toutes ces idées. Tous les mecs qui demandent de la discrimination positive sont en train de dire je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. C'est pas très valorisant et c'est un discours même dangereux en fait. Oui. Et sans même parler d'ailleurs de discrimination ou autre, à partir du moment où tu demandes un avantage que tu n'as pas mérité, oui. Tu pars du principe du coup que tu n'es pas capable de le faire tout seul. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé du coup de la naissance de ton fils qui a eu un impact. J'aimerais bien que tu développes ça, à quel point vraiment ça a changé les choses pour toi. Mais on se rend pas compte, en fait, on se rend pas compte. Le jour où il est né, tu fais ah ouais, je suis dans la merde. Tu vois, tu fais j'ai une responsabilité de fou furieux. Ça construit. Les premières semaines, tu ne sais plus où tu habites, tu ne sais plus qui tu es, tu dors plus, donc tu ne sais pas en fait ce qui se passe. Et en fait, il y a un phénomène très très intéressant, c'est que les tout premiers jours, même les toutes premières semaines, mon fils était mon portrait craché de quand j'étais bébé. Et après, il a commencé à ressembler à sa mère, cet enfoiré. Il m'a trahi. Mais il me ressemblait de ouf. Et je me disais, c'est un petit Ismaïl, tu vois. Déjà, je me souviens, j'étais un peu mal à l'aise. Je fais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une faille spatio-temporelle, je me revoyais vraiment, tu vois. Et là, tu te dis, bah en fait, j'ai une responsabilité de fou, je veux le meilleur pour lui, je veux qu'il soit fier de moi. Tu vois, moi, j'avais passé ce qu'on appelle des couvades. J'avais passé toute la période de grossesse de ma femme à prendre la diète avec elle, tu vois. J'ai passé la diète la plus agréable de ma vie, mais version plus 10 kilos, tu sais. Donc, on a bien mangé, je regrette aucune bouchée parce que c'était bon, tu vois. Mais j'ai bien pris, tu vois. Et en plus, j'avais un peu arrêté le sport. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des phéromones, même si on a du mal à prouver dans la science les phéromones dans le milieu humain. Animal, on le sait, mais
on se doute qu'il y a une sorte d'interaction, il y a des hormones, il y a de la prolactine, l'homme va commencer à produire de la prolactine qui va faire baisser son niveau de testo, tu vois. D'accord. J'en ai parlé dans un des podcasts, tu vois. Et t'as tendance à prendre du gras, tu vois. À prendre du gras, à avoir moins envie, truc. Ça dépend, encore une fois, c'est individuel, mais c'est quand même des phénomènes généraux, tu vois. Putain, je suis dans la merde. Pourquoi ta femme elle est dans ça? Non, j'en prends sans problème. Ouais. Il y a pas besoin qu'elle soit ça, j'en prenne. Et en fait, à ce moment-là, bah, tu te dis, j'ai une responsabilité, j'ai envie qu'il soit fier de moi. Et donc j'ai fait, vas-y, je vais choper le meilleur physique que j'ai jamais eu. Je veux qu'il dise, tu vois, je veux qu'il voit son père et qu'il chope ses, tu vois, c'est bien aussi de l'exposer au sport. Alors j'ai vu que c'était plutôt la mère. Un enfant, quand il voit sa mère faire du sport, je crois que c'est 99%, je sais pas quoi, un truc énorme, tu vois. Je vais pas te sortir la stat parce qu'il y a toujours des fils de pute. Enfin, Betty vient par là. Où est la source? Ouais, et donc Betty, elle s'est mise à faire du sport et devant lui, en fait, ça lui donne des visions, trucs qui vont favoriser le fait qu'il fera du sport plus tard. Il y a beaucoup de choses. T'as envie de donner l'exemple. Et puis tu te dis merde, je peux plus me permettre d'être une merde en fait. Tu vois, vraiment moi j'avais un mode de vie qui était pas ouf. Je me levais tard, tu vois, j'avais la flemme, truc. J'ai fait, je peux plus faire ça. Je ne peux plus. Il faut et année après année, tu vois, tu construis quelque chose où tu deviens vraiment de plus en plus déter, de plus en plus organisé, de plus en plus ordonné, et tu t'y plais. Et tu vois, un des effets secondaires de la testostérone, c'est qu'il rend l'effort agréable. Et donc quand tu maximises tes niveaux hormonaux, tes niveaux de testo, tu maximises ta productivité, tu maximises ta fierté en fait. C'est vraiment quelque chose de super global, c'est holistique, c'est super important. C'est ça que j'explique aux gens, tu vois. Et donc on t'avait montré un petit peu, t'avais voulu partager ça un petit peu avec tes abonnés. Ouais. T'as été un peu critiqué là-dessus. Ouais. C'était pourquoi déjà tu l'as montré et qu'est-ce qu'on te reprochait? Je sais pas trop ce qu'on me reprochait parce que j'écoute assez peu. Je pense que c'était pas du reproche, c'était juste une méthode supplémentaire pour venir m'attaquer. D'accord. Tu sais, quand je vais pas faire le mec, je suis intestable, je suis intouchable. Je pense que j'ai peut-être fait 2-3 erreurs dans ma carrière, peut-être même que j'en fais actuellement. Mais il y a très peu quand même d'angles où m'attaquer sans inventer des mythos. Donc quand t'as du mal à attaquer un mec, tu t'en prends à sa femme. Tu t'en prends à son fils, tu t'en prends à je sais pas quoi, à ses chaussures, tu vois ce que je veux dire, à sa taille, à la taille de ses oreilles, à je sais pas quoi. Tu sors du sujet, tu fais de l'ad hominem si tu veux. Ouais. Sauf que là c'est très vicieux parce que moi c'est vrai que les gens se sont attaqués à ma femme, se sont attaqués à mon fils, j'étais en mode mais c'est des ouf, tu vois. Donc c'est vrai que mon fils au début moi je l'ai montré parce que j'avais envie de partager ça, parce que c'était nouveau pour moi, parce que ça faisait partie de ma vie et parce que je me disais, je trouve ça un peu ridicule de poster des photos avec des smileys, autant pas poster, tu vois. Mais après, en fait, je me suis dit peut-être que j'ai des choses à partager, j'ai peut-être de l'envie. Il y a plein de gens qui m'ont dit, gros, j'aime trop te voir en interaction avec ton fils, ça me donne envie de devenir plus responsable, de trouver une meuf qui va être bien pour moi, tu vois, parce qu'il y a aussi, je mettais ça en avant, que je trouvais une femme bien pour moi, qui m'apporte vraiment, qui est un pilier dans notre couple et dans notre famille, tu vois. Et je pense que j'ai inspirer plein de gens aussi à cette vie-là. Tu vois, on a un problème d'enfants aussi en France. Il faut s'en rendre compte, de fertilité, que ce soit d'un point de vue technique sur la fertilité, mais aussi d'un point de vue volonté d'avoir des enfants, tu vois. Et ça doit passer par là, tu vois. J'ai envie de transmettre cette idée que c'est magnifique et c'est pas un frein. Tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont se dire, je vais attendre, en ayant une bonne situation, nanana. Et moi je pense que en fait maintenant que je l'ai vécu, tu vois, j'ai eu un enfant du coup à 26 ans je crois, à peu près 26 ans et demi. Plus tôt tu l'as et mieux c'est en fait, parce que ça te fait aussi grandir, tu vois, ça te fait grandir, ça te fait devenir sérieux, et en fait plus tu te mets de contraintes, plus tu obliges ton cerveau à trouver des solutions à toutes ces contraintes. Donc tu vois, avoir un enfant c'est une énorme contrainte, faut quand même mais c'est vraiment beaucoup de bonheur hein, mais il y a une part de contrainte et c'est ça que je voulais partager. Après, maintenant, s'il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui me critiquent sur absolument tout. Là, tu vois, je suis peut-être pas bien coiffé. Il y a peut-être un truc, tu vois. Donc, je m'arrête pas là-dessus, tu vois. On trouvera toujours quelque chose. J'ai vu une stat. Il faudrait que je retrouve où c'était, mais c'était assez intéressant. Comme quoi, en fait, les femmes françaises, quand tu fais la recherche sur combien d'enfants elles voudraient, on est à 2,3 en moyenne. D'accord, ok. Donc comme quoi je pense que la nature en fait est peut-être bien faite. Dans le sens où la moyenne sera toujours un peu au-dessus. Et la réalité c'est que par contre elle peut pas. Mais tu vois ça sert. Ça m'étonne pas. En général en fait, ta famille idéale, tu la vois avec 2 ou 3 enfants. Je pense que tu demandes toujours quelle serait ta famille idéale. Les gens ils font, je me vois bien avec 2, 3 enfants. Bon, parfois les mecs ils te disent 10. Bon, tu vois, ça arrive. Hein. Ça compense ceux qui disent 0. Tu vois. Ouais, après ils ont pas eu le premier qui te disent déjà 10. Gros, déjà va changer une couche, tu vas voir. Tu vas voir l'odeur, tu vas te calmer. Tu vois. Déjà tu dis c'est violent, mais quand t'as un enfant tu te dis je veux plus jamais revivre ça. Tu te dis
franchement, on se disait, mais comment les gens font pour en avoir plusieurs? Et en fait, les semaines passent. Parce que c'est très dur au début, en fait, l'enfant, il te calcule pas, il a aucun sentiment pour toi, il y a rien. Les câlins, de la considération, quelque chose d'aussi bête que de la considération pour celui qui s'occupe toute la journée de lui, ça vient que à partir de 6 mois, tu vois, à peu près. Et donc, au début, tu te dis, putain, je reçois rien, je donne tout, c'était dur, l'accouchement, les nuits. Et en fait, après, ça devient, c'est exponentiel, tu vois. Et exponentiel, ça commence vraiment proche de 0 et hop. Et c'est que du bonheur. Et tu vois, après, t'as envie d'en avoir beaucoup plus. Mais les mecs qui disent j'en veux 14, tu sais, ils ont même pas de meuf, tu vois, tranquille, étape par étape. Mais, quand on regarde l'ensemble de ton parcours, ouais. T'es un peu un expert pour rester en français dans la tempête de merde. Ouais. T'en as eu beaucoup. Ouais. Mais quand on regarde, elles sont venues de plein d'endroits différents. Oui. Donc t'as eu les débuts où tu t'es fait dézinguer un peu en mode par les journaux, Libération, un truc comme ça, etc. Et plus récemment, quand t'as lancé ta marque de nutriments, c'était plutôt entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, ton camp. Qui t'a tiré dessus. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, rajoute quelques guillemets. Voilà. Et ce que je veux dire, c'était que politiquement, c'était ceux qui étaient censés te suivre ou quoi que ce soit. Ouais. Alors. Et dans tout ça, ce que je veux savoir, c'est lequel que t'as trouvé, enfin, qui t'a le plus peut-être pas marqué, mais pas forcément dans le sens ou que t'as senti comme de la douleur ou autre, mais plus dans le sens c'était celui où peut-être tu t'y attendais pas ou ce genre de choses. Non, aucun ne m'a surpris parce que j'ai senti les choses venir petit à petit. Moi, j'ai eu un tournant notamment avec la chute de mon anonymat où j'ai décidé de commencer à m'exprimer différemment. Tu vois, on l'a abordé tout à l'heure. Plus d'argumentation, plus d'idées posées, tranquille. Moins de salut à tous bande de merde, tu vois. Tranquille. Donc il y avait ça. Et ça déjà, ça, et je l'ai fait volontairement. Ça, faut bien le comprendre. Les gens, ils pensent que je subis mes choix. Chaque choix est réfléchi, chaque mot est réfléchi, chaque décision d'image, elle a été réfléchie. Parfois, il y a eu des erreurs, parfois, il y a eu des choses qui étaient vraiment volontaires. Et à ce moment-là, donc c'est 2018 à peu près, à ce moment-là, je sais que ça va créer de l'écrémage dans une partie des gens qui me suivent, mais qui ne m'intéressent pas, parce que c'est des gens qui sont foncièrement mauvais, méchants, qui veulent du clash, qui ne sont pas productifs, qui sont assez passifs en fait, qui veulent consommer. Les gens, ils sont là à vouloir des choses, mais ils se rendent pas compte qu'eux-mêmes sont devenus des consommateurs effrénés. Et j'en veux plus. Et j'en veux plus. Et je regarde une vidéo et pendant ce temps, je suis sur Instagram et je joue à un jeu. Et truc. Ils font, leur système de dopamine est complètement foutu en l'air. Ils ont toujours besoin de plus. C'est pas intéressant, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir moins de gens, mais qui sont dans un élan positif, qu'avoir des gens qui vont justement me tirer vers le bas. Donc il y a eu d'abord cet écrémage. Donc ça m'a pas étonné en fait. J'ai vu une partie de ma communauté se détacher, remplacé par une autre plus positive, se détacher parce que ouais, il est devenu cool, enfin pas cool, c'est pas le mot qu'il utilise, il est devenu mou, il est devenu gentil. Tu sais, alors qu'en fait, en réalité, quand tu étudiais mes textes, ils étaient encore plus incisifs. C'est juste que je mettais des protections juridiques et de YouTube, de pas se faire supprimer, etc. Mais c'était encore plus sale parfois. C'était encore plus méchant. Et nanana, donc je me dis, bon, toi, next, Osef, tu vois, enfin, chacun ses goûts. Moi, ce que je te propose, si tu veux vraiment de l'incisif, du violent et tout, tu fais comme la Raptor, tu vas sur google.fr, tu fais créer un compte YouTube et tu fais tes vidéos. C'est royal, ça prend du temps, mais ce sera mieux, comme ça, tu auras exactement le contenu que tu adores, tu vois. Il y a des mecs qui voient des problèmes, mais ils ont pas l'entrepreneuriat pour aller apporter la solution. Donc, je leur donne un conseil à tous ces gens-là. Visiblement, c'est un concept qui marche de ouf. Il y a une grosse communauté. Il y a un coup à jouer. Faites vos preuves. C'est parti, les gars. Vous avez du talent et tout. Let's go, tu vois. Donc, il y avait de ça. Donc, je l'ai vu petit à petit. Mais c'est vrai que j'ai été sur tous les fronts parce que j'ai été celui qui aussi a appelé à se détacher de la politique. Très dangereux. La politique est devenue une religion. Il y a un manifeste de Madame Veil qui n'est pas l'avorteuse mais la philosophe sur j'ai plus le mot exact mais je vois, c'est tout un tout petit c'est un tout petit truc là. C'est un truc qui dure 3 pages, qui est facile à lire, en gros pour se détacher définitivement des partis politiques, parce que ça crée du hooliganisme d'après ces termes, et c'est complètement vrai. Ça crée un côté sectaire, religion, attention, ils ont besoin d'hérétiques, ils ont besoin d'ennemis, c'est un système qui s'auto-alimente, tu vois. Et moi, j'ai appelé les gens à se détacher de ça parce qu'ils allaient aller de déception en déception, que ça passait par l'incarnation.
dont on a discuté dès le départ, tu vois. Et donc là, j'ai senti qu'il y avait des tensions. Les gens ont vu a posteriori que j'avais pas tout à fait tort, tu vois, que j'avais même raison. Et ça leur a fait du bien de se détacher un petit peu de ça et de se rendre compte que en fait dans leur vie ils ont quand même beaucoup de leviers à actionner pour avoir des meilleurs résultats qu'attendre un gouvernement, une loi, je sais pas quoi, tu vois. Donc je l'ai senti, c'est venu progressivement, je m'y attendais, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas le droit à ce traitement. Moi j'ai le droit à un traitement particulier quand je fais un truc. Alors aujourd'hui c'est fini. Ça fait 2 ans j'ai Raptor Nutrition, j'ai fait mes preuves, j'ai fermé la gueule à tout le monde, j'ai amené les certificats, j'ai amené absolument tout, tu vois. On peut plus raconter n'importe quoi. Je suis validé par énormément de gens. Est-ce que les certificats, t'aurais pas pu l'anticiper, tout mettre dès le début? Si, j'aurais peut-être dû. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais en fait, finalement, c'était un coup encore plus fort parce que c'était ce que je disais. Tu laisses une porte ouverte. Tu fais, alors là, il y a peut-être un coup à jouer. Si vous voulez douter de moi et dire que je suis un menteur, allez-y. Vous avez aucune preuve, mais peut-être un coup à jouer. Tu laisses la porte ouverte et tu vois les mecs s'engouffrer et au dernier moment tu fermes la porte et tu fais bon, tout le monde là dans cette pièce, autodestruction, cassez-vous, je veux plus jamais vous voir dans ma vie, next, tu vois. Ça permet aussi de juger ces cercles d'amitié. Tu vois, quand tu vois des mecs que tu pensais être proches de toi et qui hop saisissent l'occasion pour essayer de te baiser parce que c'est un jeu des chaises musicales, hein. Parfois il y a des gens ils pensent que en te poussant ils vont prendre la place, tu vois. Mais ça c'est très français aussi, hein. Ouais, peut-être. Ça c'est le côté la part du gâteau, le gâteau est unique. C'est ça. Et si ta communauté est un petit peu plus grande, ça veut dire que la mienne est plus petite. Alors c'est ça. Mais en fait exactement. Mais en fait ils ont trop vu Game of Thrones et ils ont vu des enfants sans talent devenir rois. Mais en réalité, si t'as pas le talent, si t'as pas les compétences et tout, tu deviendras pas roi du game, tu vois. Et attends, c'était quoi déjà la question? Ah oui. Et c'est vrai que j'ai droit à un traitement unique, parce que aussi je viens d'un milieu accès politique, truc, et de gens qui, je t'ai dit, ont cette mentalité de si tu gagnes de l'argent, si tu vends des trucs sur internet qui coûtent plus de 0 €, t'es un enculé d'escrocs qui essaie de voler les gens, qui essaie de manipuler, et on n'est pas servi. On n'est pas servi par les influx voleurs de télé-réalité, les mecs qui sont sans scrupules, etc. Ça crée de la confusion, de la méfiance. Je suis content que les gens soient méfiants. Moi, je suis méfiant, évidemment, tu vois. Ça s'appelle avoir un esprit critique, en fait, être méfiant. Mais attention à pas non plus tout mettre dans la même pot, faut arrêter de, tu vois. Et il y avait beaucoup de cette idée. Et donc, j'ai ce traitement unique qui m'est réservé, que dès que je faisais un produit, c'était en mode, les communistes tombent dessus. Alors bon, leur avis m'a jamais intéressé, mais il y a une grande part de la droite française qui en réalité est très 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 socialiste, très très communiste, parce qu'en fait c'est une part de gens qui sont très passifs et qui veulent certainement pas voir des gens s'élever. Tu vois, ils ont pas le bon mindset, pour utiliser des mots de fils de pute. Ils ont pas le bon état d'esprit, donc ils veulent surtout pas que tu quittes ce marécage dont eux ont pas envie par confort de s'extirper, tu vois. Donc ouais. J'ai des attaques de la gauche, j'ai eu des attaques de mecs, je sais pas, de racialistes, de giganatios, de gauchistes de droite, il y avait des mecs qui s'appelaient les Charles ou je sais pas quoi là. Il y a eu un arc où il y a des gens, bon bref, bref, de gens qui ont pas grand chose à m'apprendre de toute façon. Et après bah tu passes le truc, tu fais tes preuves. Ça, c'est important. T'es validé. Aujourd'hui, j'ai des ambassadeurs et vous allez voir que les prochains vont être encore plus stylés. Et c'est fini, tu vois. Faut savoir. Tu vois, quand on fait ce que je fais, faut savoir donner de la violence et faut savoir aussi recevoir. Un mec qui veut juste donner, qui est pas capable de recevoir, qui commence à se lamenter truc, bah, il est pas fait pour le job, tu vois. Donc, je l'ai. On est confiant. Quand on fait les trucs bien, on est confiant. Le temps va faire son affaire et a fait son affaire et aujourd'hui, c'est fini, tu vois. Tu penses pas aussi que le fait que tu gagnes de l'argent, ça fasse chier. Bien sûr. En fait, il y a un truc d'ailleurs avec l'aspect politique justement, c'est qu'ils acceptent beaucoup. C'est un truc que j'ai remarqué, le don. C'est-à-dire le don, voilà, faut donner pour la cause, etc. Ouais. Mais il y a aucune acceptation de l'achat. Ouais. Et la dernière fois, je discutais avec quelqu'un et j'ai fait une petite démonstration toute bête. T'imagines un Tipeee, ok. Sur ce Tipeee, si tu donnes pour la cause, genre 50 €. Allez, même 50 €. Je te remercie, t'es super généreux. Tu ne reçois rien. Non, même mieux. Je suis gentil et du coup, je vais t'envoyer ce mug-là avec notre logo dessus. Ok. Parce que t'es un super membre et tu m'as beaucoup aidé. Maintenant, de l'autre côté, je vais créer une petite boutique et je vais faire mes mugs. Puis je vais dire, bah tiens, voilà, regarde, si tu veux aussi m'aider, je vends mon mug à 25 €. Vas-y. Salaud, tu vas te faire de l'argent sur mon dos. C'est un super exemple. Et c'est dans le schéma, je te l'ai vendu 2 fois plus cher. Ouais. Et tu me l'as acheté le cœur sur la main. Ouais. Et de l'autre, je te l'ai vendu 2 fois moins cher et tu m'as insulté. C'est un super exemple, mais il y a un réel frein là-dedans.
il y a un réel frein vis-à-vis de la vente sur Internet. C'est vraiment dingue. Je sais plus ce qu'on disait juste avant. Tu me disais, il y a 2 exemples, le Tipeee. En fait, voilà, c'est ça, l'achat. Pourquoi il y a un gros frein? Parce que les gens n'ont pas compris que l'achat, acheter, pourtant ils le font tous les jours. Je connais pas un mec qui a jamais rien acheté de sa vie. Je sais qu'il y a des mecs qui je sais pas, font les poubelles, je sais pas, qui volent des trucs au supermarché, mais un mec qui a vraiment rien acheté de sa vie, ça n'existe pas. Ils ont pas compris que acheter une chose, c'était donnant. En fait, c'est un rapport de win-win. C'est bénéfice. Le mec qui te l'a vendu, bah tu lui as donné de l'argent qui est un intermédiaire, et toi tu as eu le produit que tu voulais et qui te satisfait. Sinon tu reviendrais pas, tu vois. On en revient tu vois, à ce dont on a discuté tout à l'heure. Ils ont pas interprété ça, ils ont pas encore donc l'argent, l'achat, la vente, c'est pas boutiquier, c'est que tu as quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose et qui va l'échanger par un intermédiaire qui s'appelle de l'argent, tout simplement. Et moi, je vais avoir de l'argent, je vais l'échanger contre autre chose. Et moi, je le dis aux gens qui continuent à rager sur l'argent, ils sont en train de se mettre des énormes balles dans le pied. Parce que à cause d'eux, tout l'état d'esprit de tous les influenceurs, ils cachent. Je vous le dis, ils gagnent bien leur vie. Et en fait, ils cachent. Moi, pendant longtemps, j'ai caché, tu faisais le clochard, MDR, regarde mes sandales de merde, de clochard, regarde mon pantalon de merde, mes chaussures trouées. C'est même pas vrai, tu vois. C'est même pas vrai. Les mecs qui coffrent, ils sont bien, tu vois. Et c'est honteux de pas pouvoir dire, s'il y a qu'en France, de pas pouvoir dire, je suis bien parce que je me suis illustré dans mon domaine, qui m'a permis de créer une communauté, nanana. Je vous vends des produits qui sont bénéfiques pour vous. Si vous n'êtes pas content, vous trouvez qu'ils sont pas bénéfiques, vous les achetez pas. Ça s'arrête là. Moi, je vais essayer de vous convaincre qu'ils le sont parce que je le pense réellement, parce que je les consomme aussi peut-être moi-même, dans mon cas, tu vois. Et le fait de continuer à rager là-dessus, alors il y a beaucoup de gosses aussi sur Internet, il y a beaucoup d'enfants. Les mecs qui t'expliquent comment gérer ton entreprise, ils ont 14 ans, ferme ta gueule, tu vois. Ouais, non, mais il y a vraiment un aspect... Comme si ce que t'avais, c'est ce qu'ils avaient pas. Ce qu'ils avaient en moins. Ouais. Mais c'est là où je te dis, attention à cultiver cet état d'esprit, parce que tout le monde vous cache. Et du coup, vous allez jamais en avoir plein les yeux, à avoir de l'inspiration, vous dire putain, j'aimerais bien avoir cette vie. Tu vois, moi, il y a un moment, ça a été il y a à peu près 2 ans, j'ai décidé de montrer aux gens. Il y a 1 an et demi, tu vois. J'ai décidé de dire, bah regardez les gars, en fait, j'ai des moyens et je peux aller dans des super endroits en vacances, je peux m'habiller mieux, je peux avoir du superbe matériel parce que je gagne ma vie en faisant ce que je fais, tu vois. Et il y en a plein, ils se sont dit putain, je veux faire pareil, et bah je vais peut-être prêter l'oreille au conseil qu'il va donner en entrepreneuriat, en motivation, en hygiène de vie, en ceci, cela. Et en fait, les mecs, j'ai peut-être changé leur parcours de vie parce que je leur ai montré que j'étais un putain de clochard. Franchement, j'ai galéré de ouf. Les gens, ils croient, j'ai galéré de bâtard. Et j'ai même plus galéré, j'ai pris plus sur la gueule en gagnant rien du tout. J'ai pris des choses sur la gueule de fou furieux, dans mon école, dans les journaux, avoir des articles sur soi, sur sa famille, un Wikipédia, mais c'est d'une violence, les gens ne s'imaginent même pas. J'ai pris dans la gueule, et en échange, j'ai quoi? Ah, j'ai gagné 100 € sur YouTube pendant 1 an et demi, gros. Donc, j'ai galéré, et aujourd'hui, je le montre, je le partage, et quand ils voient ça, bah, il y en a, ils ont envie, ça leur donne envie de se bouger tous les jours, de travailler, et c'est un net positif. Et oui, ça va faire chier des losers qui veulent pas se sortir les doigts du cul, mais plus il y aura de losers, et plus, en fait, ils vont rester là-dedans. Et moi, je veux dire, je vais pas faire un appel aux influenceurs à partager le fait qu'ils gagnent leur vie. C'est eux qui gèrent, et je m'en fous, tu vois. Tout le monde met une capture d'écran de ses revenus. Non, mais tu vois, il faut pas tomber là-dedans, je vais pas vous donner mes relevés d'impôts, etc. Mais, arrêtons cette mentalité de la misère, du misérabilisme, regardez comme j'ai pas de chance, regardez. Ça suffit. Surtout, quand tu rentres dans une logique de don, il y a une rente derrière. C'est-à-dire que le don, il recircule pas. Oui. Il va à un endroit, il sert pour une cause très précise, et c'est tout à fait louable, mais il recircule très peu. Si si t'achètes là, et que tu le fais d'un point de vue militant, parce que ça peut se comprendre, ça peut être une décision d'acte d'achat militant, bah en fait, tu fais circuler de l'argent dans ce milieu-là, et il y a d'autres projets qui vont naître complètement de ça. Oui, parce que les mecs, c'est des chures, tes micros. Allez taper sur Google, vous regardez le coût, le truc, le studio. Là, on est dans un studio, faut louer, faut truc. Les mecs, franchement, ils sont d'une ingratitude, mais c'est violent. Ils sont là à consommer, à croire que les choses, bah au pire lui a dépensé de l'argent, mais qu'il va se faire enculer. Hein, c'est pour, je vais pas non plus l'aider à faire des vidéos et qu'il va se faire foutre. Non, il y a ça s'appelle un écosystème. Cet écosystème, il repose sur l'intermédiaire qui s'appelle l'argent. Et le mieux, selon moi, c'est de proposer de la vente de choses qui seront bénéfiques. Et même que ce soit purement esthétique, tu vois, tu m'as parlé de mug.
peut y avoir des mugs qui sont stylés, qui sont cool, qui te rappellent aussi tous les matins quand tu prends ton café, quel est ton horizon, etc. C'est pas un problème, tu vois. Puis peut-être que ça va faire de la pub, tu vas la ramener au bureau et puis tes collègues vont aller regarder ce que c'est sur Internet. Exactement, et tu vas proposer ça. Donc, il y a un achat qui peut être parfois de soutien, mais ça dépasse jamais l'occurrence 1, c'est-à-dire que tu vas pas faire un achat de soutien tout le temps, sauf des petits dons mensuels, tu vois. Il y a un achat d'adhésion par rapport au produit quand il y a une réelle plus-value. Et puis, il y a aussi le fait de soutenir ses idées. Tu peux soutenir les créateurs, les influenceurs que tu trouves vraiment qui mènent la barre, qui mènent le combat, qui te sont sympathiques aussi, tu vois. On va pas demander à tout le monde, si tu m'aimes pas, je vais pas te demander de me donner des trucs, il y a aucun souci, tu vois. Il y a ça, tu peux soutenir ça. Tu peux soutenir le Made in France. Tu vois, les mecs qui sont là, ouais, j'aimerais tellement que l'industrie française, je sais pas, peut-être achète du Made in France. Oui, c'est vrai que ça coûte plus cher. Moi, j'ai déjà vu des devis pour des t-shirts en Pologne, des trucs en Chine, c'est hallucinant, tu vois. Le Made in France, c'est très très cher. Tu vois, je vais pas dire le contraire, c'est très cher. Je t'avais parlé tout à l'heure des habits. J'ai déjà eu la volonté d'en faire et tout, de regarder un peu. C'est très cher. Et après, bah, tu te sens un peu con de proposer des hoodies à 90 €, tu vois. Et les gens, tu vas passer pour un voleur, alors qu'en fait, c'est juste que ton achat, des 2000, je sais pas, des 10 000 t-shirts, il te revient à très chère unité, tu vois. Et ensuite, t'as la TVA, t'as les impôts, t'as le truc. Bon, je vais pas te faire un dessin. La France n'aide pas vraiment. Mais tu vois, tu veux du Made in France, tu veux soutenir l'industrie française. Le Made in France, ça soutient les gens qui ont un travail en France, tu vois. Alors, je vais pas dire qu'un mec qui travaille en Italie, c'est un enculé, et un mec qui travaille en France, c'est un vrai, bon, il va vraiment fournir un truc différent. Mais quand même, tu vois. Et forcément, bah, ça s'accompagne de coûts parce que la France, malheureusement, et j'ai pas attendu un gouvernement favorable pour faire mon entreprise, malheureusement, dans ses lois, dans sa législation, dans sa taxe, elle a une taxation très punitive sur ceux qui font, parce que ceux qui font doivent porter ceux qui ne font pas. Et en tant qu'entrepreneur, t'as eu des freins psychologiques ou des moments où tu as dû te débarrasser des croyances ou des choses comme ça qui t'emmerdaient pour avancer? Énormément. Alors, bah, c'était par rapport à l'argent, tu vois. C'est par rapport à l'argent, tu te dis merde, si je vends ça au-dessus, en général, la somme seuil, c'est 1 €. Mais même, tu vois, tu vas vendre un truc à 5 €, des fois, tu vas t'attirer le pire public possible. C'est pour ça, faites attention quand vous voulez vendre des trucs pas chers. Ça vous ramène aussi des gens pas chers et qui ont énormément d'exigences. Tu vas vendre un truc à 5 €, il va te faire, il va t'envoyer 15 messages. Ton service client, tu vas le payer 3 fois plus. C'est clair. J'ai l'exemple avec l'agence. Plus t'as un petit client, plus il est insupportable. Plus il est terrorisé. Le mec, il va voir s'il a vraiment l'intention de payer 5 € et à la fin il va faire, ah ouais, 5 € pour un PDF, super fils de pute, c'est un scam et tout, n'y allez pas. Tu vois, ils nous font ronfler ces mecs-là. Donc j'ai eu beaucoup de réticences qui m'ont beaucoup freiné par rapport au prix de vente, par rapport à ceci, cela. Et puis en fait, une fois que tu te dis, bah, je vais accepter le fait qu'il y a des gens, ils seront jamais satisfaits, c'est pas grave. De toute façon, ils m'auraient pas acheté. Je veux dire un truc, le truc serait 2 fois moins cher, ils me l'auraient pas acheté. Donc, il y a toujours un truc, où on va te reprocher. Tu acceptes, tu te dis, bah non, moi, je vais faire quelque chose qui tourne, qui est juste, qui est bien, qui est de la meilleure qualité possible. Et voilà, et basta. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réticence par rapport à ça. Et en gros, c'est ça. Et après, il y a des trucs un peu plus techniques sur les produits, mais... T'avais le réflexe socialiste français, t'arrivais pas... Ouais, j'avais pas envie de choquer les gens. Je me disais, ouais, mais peut-être que les étudiants, ils pourront pas se le permettre, je sais pas quoi. Les étudiants, tu regardes leurs pompes, ils ont des Nike à 120 balles. Tu regardes leurs dépenses sur leur compte Boursorama où ils ont eu 100 € de parrainage, là. Il écrit toutes les boîtes de la ville, tu sais. Je les connais, j'étais étudiant à Toulouse, je les connais, les mecs. Ils vont traîner dans tous les bars, le Morito, le truc. Une fois qu'ils sont alcoolisés, ça savent même plus qu'ils ont une carte bleue, donc t'inquiète pas que ça y va. C'est une question aussi de où tu vas faire tes dépenses. Il y a très peu de mecs qui sont en mode, je sais pas, Cosette dans Les Misérables, qui ont des trous dans les chaussures et très peu de quoi manger. Il y en a en France et ça augmente. Je vais pas te le faire. Il y a la queue dans les trucs de distribution de nourriture. Il y a le Crous. Il y a des mecs qui prennent pas certains repas pour pouvoir manger. Alors je sais pas si c'est vraiment lié à ça ou si c'est parce qu'il y a des problèmes de dépenses. Il y a des meufs qui vont dans la prostitution, pareil, je sais pas, tu vois. Je vais pas écarter ça, mais bon, il faut aussi mettre ses priorités au bon endroit et chacun le fait. Moi, je sais que mon exemple est parlant, je pense, pour plein de gens parce que il y a un moment où j'ai décidé de mettre plus d'argent. La première fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai acheté des œufs bio, mon gars. Il y a des mecs, j'ai acheté un iPhone pour ma mère, j'ai acheté un nouvel ordinateur pour travailler et j'ai acheté des œufs bio. Non mais c'est con, hein. Mais tu vois, j'ai décidé de mettre mon argent dans ce que j'allais mettre chez moi. J'ai commencé à acheter du meilleur matériel pour la salle, d'acheter des chaussures, j'ai des chaussures de merde, tu vois. J'ai décidé d'investir sur moi et je sais que ça prend du temps, mais tu vois, aujourd'hui, j'en ai les bénéfices, tu vois. Et c'est ce genre d'histoire inspirante que j'ai envie de partager pour dire aux gens, vous ne vous en rendez pas compte,
mais vous faites des choix, vous prenez des décisions, vous avez des actions quotidiennes qui sont en train de façonner qui vous êtes et qui vous allez devenir. Donc me racontez pas vos vies, en gros. On va passer sur un côté un peu développement personnel, on va dire ça. Même si malheureusement le terme a été très mal exploité pendant longtemps, donc on a un peu tout et n'importe quoi dedans. Genre, souris à la vie te sourira. Mais pour autant, surtout chez les bâtisseurs, on aime bien faire venir allier l'aspect physique et mental. C'est-à-dire, bâtir son corps et son esprit. J'aimerais que tu me dises un peu, parce que je pense que tu es totalement là-dedans aussi, complet. En quoi ça colle à tes principes à toi. Alors en introduction, puisque tu as parlé du terme de développement personnel, moi aujourd'hui j'utilise sans peur, mais c'est vrai qu'à un moment je faisais développement personnel, ça sonne escroc, scammer, salut je vais t'apprendre les 7 piliers de la respiration pour devenir riche. T'as eu toute cette époque des débuts des années 2010 où les mecs te vendaient des formations pour devenir riche, et dans la formation, parce que j'en ai déjà acheté une. J'ai oublié de dire que je m'étais fait arnaquer. J'avais acheté une parce qu'elle était passée de 1500 € à 97 €. T'imagines la réduction de ouf? Et en fait, dans la formation, il t'apprenait à faire exactement ce qu'il faisait, cet enculé. C'est-à-dire, à vendre des formations pour expliquer comment devenir riche. En fait, c'était un système pyramidal de fou furieux. Donc, évidemment, dans le développement personnel, il y a eu des gens il y a eu beaucoup d'ésotérisme en mode, si tu te mets les jambes en lotus et que tu penses à la gratitude que ce monde a à t'offrir, bon, ça s'appelle la religion au passage, hein. Vous auriez pu faire aller à l'église directement. Le monde te sourira. Il y a des trucs comme ça qui sont plus ou moins bancals, qui peuvent être vrais, tu vois, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir ta vie, tu vois. C'est pas en chaque jour en remerciant chaque personne d'avoir été gentil avec toi, tu vois. C'est les coachs de vie qui ont jamais fait quoi que ce soit. Ouais, voilà. Et il y avait des trucs genre respirer, enfin bref, tu vois, le développement personnel, c'est passé par des hauts et des bas. Aujourd'hui, on peut lui redonner ses lettres de noblesse parce que j'en suis un cas, et je pense que tout le monde qui s'en sort, bah, c'est associé à du développement personnel. Ouais. C'est pas un gros terme, tu vois. Tu te développes toi-même, quoi. Point barre. Donc voilà, ça c'est pour l'intro. Et ensuite, pourquoi moi je considère qu'il faut associer le physique au mental, parce que regarde, quand tu vas essayer de te construire un physique, c'est une très bonne école pour construire de la discipline, pour construire de l'endurance au stress, pour construire de la rigueur, pour construire des valeurs, de la gratitude, de l'humilité. Tu vas à la boxe, tu vas te faire exploser, t'as un coach qui est meilleur que toi qu'il va falloir écouter, truc. Et derrière, toutes ces qualités mentales, tu les construis en association. Et en plus, je considère que pour résister au stress, pour avoir un mental d'acier, il faut avoir un physique d'acier, parce que c'est un tout. On est des êtres hormonaux, on est des êtres complets. On peut pas isoler les choses comme ça, faire de la dichotomie, séparation intellect, et puis qui ne voudrait pas être le giga Chad, tu vois? Qui ne voudrait pas, enfin sans abuser avec giga Chad, tu vois à quoi il ressemble. Oui. Mais qui ne veut pas être un homme complet, à la fois philosophe, guerrier, ce que tu veux, le philosophe athénien, tu vois. Et donc moi je défends ça. Je défends je récupère cette association, et c'est un truc de gauchiste. Hein. Si tu regardes tous ces gauchistes de merde qui travaillent dans les CDI, qui ont des emplois de fonctionnaires, et ils te racontent que on peut pas être intelligent et ils sortent doute, et faire du sport. Et c'est un truc très français aussi, ça. Ouais, très français. Les classes un peu aristo-bourgeoises du siècle dernier. Ouais. Le sport. Et ça les a conduits à leur perte. Ouais. On m'a raconté récemment l'anecdote du sang bleu. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Où en fait, justement, l'aristocratie avait quasiment le sang bleu parce qu'ils foutaient tellement rien qu'il circulait très peu. Et avoir le sang très rouge, des mecs qui font des travaux manuels, qui font 10 000 pas, blablabla, bah c'était vu comme un truc un peu de pauvreté. Un peu comme en Asie, plus les Asiatiques sont, tu sais, un peu bronzés, c'est qu'ils prennent le soleil, donc c'est qu'ils travaillent dans des rizières. Bon, c'est giga. D'ailleurs, c'est pour ça tous les Chinois qu'on voit quand ils sont là, ils sont tous avec l'ombrelle, machin. Exactement. Surtout pas tous les mecs sont en mode Michael Jackson, etc., etc. Et oui, alors que cette séparation elle est stupide. On fonctionne avec des hormones. La dopamine, c'est une hormone de la motivation qui est extrêmement importante dont il faut prendre soin. La testo qui rend l'effort agréable. Donc tu vois, tout est lié et tout peut te transformer en giga machine en fait. Et c'est une grave erreur d'ego. Ils sont extrêmement arrogants parce que c'est de la facilité, c'est du confort, c'est de la fainéantise. Ils ont peur. C'est normal, tout le monde a peur. Moi, je t'ai dit ce matin, je prends une douche froide. Je prends une douche froide tous les matins. Douche froide, développement personnel, tu vois. C'est une idée. C'est pas agréable, tu vois. C'est pas agréable. Si je pouvais l'éviter, je le ferais. Mais vu que c'est difficile, j'ai envie de me mettre des épreuves. Donc je le fais. Et tu vois, on n'a plus d'épreuves. On n'a plus d'épreuves. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Il n'y a pas d'initiation de tribu, de je sais pas quoi. Il y a très peu de choses qui nous challenge réellement.
Donc on doit aller chercher ce challenge. C'est pour ça que les gens vont s'inscrire de plus en plus à la salle, vont s'inscrire au sport, au judo, à la boxe. Et moi, je considère que tout ce qui nous challenge nous rend plus forts. Mais pour revenir sur la douche froide, alors je veux bien qu'après tu détailles aussi vraiment l'aspect technique de ce qui se passe dans le corps. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé juste avant l'émission. C'est vrai qu'un truc tout bête, si vous êtes en train de procrastiner, c'est parce que c'est très dur de sortir par la volonté de la procrastination. Bah oui, c'est très super compliqué. En fait, vous allez sous la douche froide, je vous assure que vous allez bosser tout de suite après, c'est immédiat. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu prends une douche froide, alors moi je le fais le matin, j'ai déjà essayé de le faire le soir. En fait, c'est tellement désagréable le soir vraiment que tu finis par ne plus le faire. Et le plus important dans des habitudes, c'est ce qu'on appelle l'adhérence, c'est-à-dire ta capacité à continuer à le faire. C'est pour ça que les mecs dès qu'ils commencent le sport, ils font 6 séances par semaine, ils vont jamais tenir. L'adhérence, elle est pas assez forte, la salle, elle est à 30 minutes à pied, c'est mort, tu vois. Donc, je le fais tous les matins. Et en fait, bon, scientifiquement, il y a pas mal de bienfaits. Certains, ils sont moins importants que d'autres, voire soumis à débat sur la santé, sur le système immunitaire, notamment parce que tu vas avoir la libération d'une hormone, une catécholamine pour être scientifique, qui s'appelle la noradrénaline. Tout le monde sait ce que c'est à peu près l'adrénaline. La noradrénaline, c'est son précurseur. D'accord. Et donc, ça va te mettre dans une situation de fight or flight, c'est-à-dire combattre, tétaniser ou fuir. Et bon, le but, c'est de combattre, tu vois, c'est de rester, c'est de prendre son courage à deux mains. Et donc, tu vas te mettre sous cette eau qui est très froide. Ton cerveau a envie de se barrer, c'est normal. Il faut combattre. Il faut apprendre à domestiquer ce stress. Et ça, anciennement, par exemple, par les Romains, c'était vu comme une épreuve mentale. Et d'autres le voyaient comme une épreuve physique pour améliorer leur récupération, blablabla, parce que ça améliore la récupération, ça diminue l'inflammation. Mais beaucoup plus important, ça agit sur la dopamine. La dopamine, si tu veux, je peux la faire plus courte pour que ça fasse pas chier les gens. Je suis plus long dans les Dexascan dans le podcast. 10 000 pas. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Et en fait, tu as un niveau de base. Et à chaque fois que tu fais des activités à la récompense immédiate facile, manger du sucre, jouer aux jeux vidéo, scroller sur les réseaux, blablabla, tu vas avoir un pic de dopamine instantané qui va te faire plaisir. Tu vas aller le rechercher. Personne n'a la flemme de se branler, tu sais. Personne n'a la flemme de lancer une partie. Personne n'a la flemme d'aller sur TikTok. Personne n'a la flemme d'aller sur Netflix. Par contre, les gens, ils ont la flemme de taffer, d'aller à la salle. T'as remarqué? Un mec qui a la flemme, tu vois, les fainéants, les trucs, il a jamais la flemme d'aller faire un truc comme ça. Pourquoi? Parce que il va aller rechercher cette dopamine. On est fait pour rechercher la dopamine. Donc, il va se précipiter vers ça. Et à chaque fois que tu as un pic de dopamine, ensuite, elle va revenir. Mais elle va revenir un petit peu plus basse que son seuil, que son niveau de base. Tac, 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 un petit peu plus bas. Tu dors pas avant 2h, 3h du matin parce qu'il se passe des choses avec la lumière et tout. J'en parle en détail dans le podcast. Un petit peu plus bas. Et donc, tu te retrouves avec des mecs qui ne peuvent plus combattre leur physiologie. Ils sont victimes de leur physiologie, victimes de leurs mauvaises habitudes. Il faut aller petit à petit. Et au contraire, en fait, quand tu vas prendre ta douche froide, ça a été prouvé scientifiquement que pendant de longues heures, tu vas avoir jusqu'à un niveau double. Ta baseline, ton niveau de base va doubler. Imagine vivre une journée avec le double de motivation. On parle souvent de discipline. On dit, et moi je suis le premier. La motivation c'est bien, mais le jour où vous n'avez pas de motivation, vous n'allez pas y aller. Donc c'est pour ça qu'il faut construire une discipline qui est de faire les choses même quand on n'a pas envie de les faire. La motivation c'est faire les choses et kiffer les faire. Je préfère avoir une vie où je fais les choses et je kiffe les faire, non? Ouais, c'est clair. Donc c'est important de soigner sa dopamine, soigner sa motivation. Et je savais pas cet impact de motivation lié, parce que du coup, moi je le fais la douche froide, mais c'est plus par de l'essai-erreur en disant ça fonctionne bien. J'ai pas besoin de la recherche scientifique. Je suis pas dans le mode zététicien surtout. Regarde, si ça marchait pas, tu le ferais pas. Exactement. Mais je savais pas effectivement. Du coup, ça explique que je suis pas motivé, je prends ma douche, puis c'est bon, je travaille. Non, ça, franchement, ça fait du bien. Et puis derrière, en termes de bonheur, parce que c'est aussi bien de vivre heureux, derrière, quand ton corps commence à se réchauffer, t'as un pic de sérotonine qui est l'hormone du bonheur, tu vois. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, t'as parlé du concept de l'adhérence. Et je pense qu'il est pas du tout assez développé parce que tout le monde entend des techniques de partout. Chacun donne sa routine. Et c'est une erreur que j'ai fait moi personnellement au début, je pense que tout le monde fait, c'est dire sa routine elle fonctionne bien, je vais faire la même. Sauf que c'est peut-être pas la bonne et c'est même la même chose au sport, parce que par exemple moi la muscu, je sais qu'il y a un peu deux écoles, il y a l'école du bourrin et il y a l'école du gars qui est très bien cadré. Voilà. Et moi je sais qu'à une époque je faisais par exemple en mode très bien cadré. Et j'ai failli arrêter à cause de ça, parce que j'ai besoin d'y aller comme un bourrin. Et si je m'amuse pas pendant mes séances, si je prépare tout au détail près sur si je chronomètre tous mes temps de récupération, etc., j'arrête. Tout à fait.
Donc, je veux bien que tu développes ces concepts-là, c'est super important. Bah, en fait, c'est tout simplement la pluralité des profils. On est tous différents. Après, il y a des comportements qui sont quand même assez généraux, comme je te disais, ce qu'on appelle une gaussienne. Tu vas te retrouver beaucoup de gens dans la même chose, et puis quelques cas un peu plus extrêmes, tu vois. Et donc, on appelle adhérence dans le vocabulaire des habitudes. Il y a un livre que j'adore, c'est The Power of Habits. Voilà, je sais plus qui l'a écrit, mais il est génial. Et c'est vraiment important. Ça t'apprend ce que c'est une habitude, comment structurer, mais peut-être qu'on en parlera à la fin. Qu'est-ce que je disais? Oui, quand tu veux créer une habitude, il faut de l'adhérence. L'adhérence, ça va être ta capacité à reproduire l'habitude. Et en fait, il y en a qui veulent tout de suite trop en faire. Tu verras jamais un mec aller à la salle et faire putain, je vais prendre la barre, je vais soulever 100 kilos, nique sa mère. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une conséquence. C'est la mort. C'est que c'est ta dernière barre. C'est que c'était ta dernière barre, tu vois. Donc, ils comprennent. En allant à la salle, je vais voir combien je peux soulever. Et ensuite, je vais essayer d'augmenter d'une répétition, un peu de poids. Faut faire pareil. Avec les habitudes, faut faire pareil. Faut aller à la salle, prendre ton habitude et te rendre compte que tu peux pas soulever aussi lourd que t'aimerais. Et tranquille, tu l'améliores. Et ce qui va faire que tu vas pouvoir améliorer une habitude, c'est être régulier. Et ce qui va faire que tu vas pouvoir être régulier, c'est que tu as choisi quelque chose qui te convient. Et en fait, c'est là où on fait des erreurs, parce qu'on se dit, quel est le protocole idéal? Je vais faire le protocole idéal. Bah non. Parce que le protocole idéal en muscu, ce serait de faire 15 séries par groupe musculaire, par truc. Tu te retrouves à passer ta vie à ça. Il faut trouver des compromis qui vont permettre de coller, d'avoir le maximum de résultats, tu vois, et de savoir que tu vas le faire. Et donc, en fait, cette adhérence, ça va être parfois, le mieux, ça va être de prendre une douche froide tard le soir. Moi, peut-être que toi, tu peux faire que le matin. Il y a des mecs qui me demandent, Raptor, c'est quand le meilleur moment pour s'entraîner? Le meilleur moment pour s'entraîner, c'est celui où tu peux t'entraîner. Si tu peux t'entraîner à midi, c'est parfait. Fais-le. Parce que tu vas pas commencer à chambouler ta vie pour un truc, parce que sinon, tu vas pas le tenir. Donc, c'est ça, en fait. Et souvent, on essaie de faire trop, mieux, comme les autres. Et parfois, il faut faire des compromis et se rendre compte que pour l'instant, on en est là. Comprendre qu'on va évoluer doucement. Pour l'instant, c'est ça que je peux accepter. Quel est mon seuil d'acceptabilité, de tolérance? Et quand je sentirai que j'ai envie d'aller plus loin, j'irai plus loin. Ça sert à rien de se dire, je vais méditer tous les matins, tous les soirs, faire ma mobilité, truc, parce que c'est le meilleur moyen d'arrêter. T'avais strictement aucune habitude, et d'un seul coup, tu t'en mets 20. Impossible. C'est les 100 kilos au coucher, en arrivant à la salle, tu vois. Impossible. Justement, ce que je fais moi, personnellement, et je pense que ça peut être quelque chose peut-être que tu le fais toi aussi comme ça, c'est l'essai-erreur en fait. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, t'as parlé d'heures pour aller à la salle. Je pense que j'ai testé toutes les heures possibles dans une journée. Pareil. J'ai testé à 6h du mat, à 22h. Exact. Et pour le moment, c'est à peu près cadré, mais je sais que c'est possible que dans un an, je la cale ailleurs. Parce que mes habitudes vont changer et je pourrais pas le faire comme ça. Donc, en fait, il faut juste arrêter d'être trop rigide. Carré. Trop rigide. Attention à la rigidité. Il faut se laisser de la fluidité dans le changement par rapport à certains emplois du temps. Mais c'est vrai que le meilleur moyen de progresser, c'est souvent d'aller à la salle à l'heure habituelle. C'est-à-dire, si tu vas, je sais pas, à 15h, tu vas à 18h, tu vas à 7h du mat, ton cerveau va se mettre à fournir du stress en fait à ces heures-là, parce que il a l'habitude que cette heure-ci c'est l'heure du sport, donc et c'est pour ça que même quand t'as des jours de repos, si t'as l'habitude d'aller à la salle à 16h, et à 16h sache que ton cerveau est plus enclin à te fournir de l'énergie, de l'adrénaline, que tu pourras, même du focus, que tu pourras mettre sur même une autre activité. D'accord, c'est intéressant. Et toi, sur ces habitudes, du coup tu t'en ajoutes au fur et à mesure, ou c'est juste que tu en as déjà et tu les rééquilibres, tu les gères comment en fait? Alors c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'années, à la fin t'oublies, tu fais c'est vrai qu'il y avait de l'essai et de l'erreur, tu vois. J'ai passé beaucoup d'années à tester des choses, tester des protocoles, tester des heures de réveil. T'as des mecs qui se réveillent, je sais pas si t'es au courant, il y a des mecs qui se réveillent à 4h30 du mat, des trucs comme ça. Moi c'est juste pas possible. Je crois pas avoir déjà essayé, mais tu vois, et il y a des gens ils s'épanouissent là-dedans. Il y a des gens ils vont tu vois, on va essayer des choses, on va essayer de trouver son protocole favori, mais ensuite il y a des choses qu'il va falloir faire, tu vois. Il y a des choses on va pas forcément y échapper, je sais pas, aller t'entraîner, manger ceci, non, tu vois. Donc je sais plus quelle était ta question. C'était comment tu gérais tes différentes habitudes entre elles. Là c'est vrai que j'ai une vie très cadrée, je change pas d'endroit, tu vois. Dès que je voyage il y a des habitudes qui pètent. Mais ça c'est clair. Aller au sport ça pète, ma méditation je sais pas quoi elle va péter la plupart du temps. Il y a des choses, voilà, ça fait partie du voyage. Le rêve aussi, c'est fait pour souffler, pour se reposer une semaine et tout. Mais là, je suis grave cadré et j'applique la même chose, en fait. Mes journées, c'est les mêmes. Après, je veux dire, je travaille beaucoup.
je vais me réveiller, je vais aller promener les chiens, je vais prendre ma douche froide, je vais aller promener les chiens. À telle heure, je dois faire le programme de mon assistant. Ensuite, je dois faire les stories. Je dois commencer à faire du travail. Tu sais, le matin, en fait, je profite, je suis en jeûne intermittent. J'ai vraiment une clarté d'esprit, il y a pas de digestion et tout. Je vais en profiter pour faire une tâche vraiment chiante, mentale, de concentration, écrire des scripts, tourner des trucs et tout. Tu vois, tout est cadré dans ma vie. Vraiment, là, tout est cadré et c'est parfait. C'est parfait parce que c'est ça qui nous rend le plus efficace. Le but, c'est d'être efficace. On a très vite fait d'aller s'asseoir, de faire putain, je sais pas trop quoi faire parce qu'on n'a pas anticipé, se mettre sur le téléphone. Bah, ça passe très vite. Hein. T'as des mecs qui passent une demi-heure aux chiottes. Hein. Une demi-heure aux toilettes à scroller, ça passe très vite. Donc, ouais, pour l'instant, ma vie, elle est cadrée. Mais c'est que tu sais qu'elle est comme ça ou tu notes ou tu fais des suivis oui, j'ai un emploi du temps. Non, mais moi, je suis un psychopathe. En fait, c'est ça que je voulais savoir. En fait, pas si t'es un psychopathe, mais je voulais savoir comment c'est cadré. Je suis pas un psychopathe. C'est juste que le critère de moyennitude est très très bas et ne correspond pas à ceux qui veulent vraiment atteindre des choses intéressantes dans la vie. Donc, il faut réélever ses standards. C'est ce que je dis toujours. Et ensuite, on dirait que c'est un truc de psychopathe parce qu'en fait, j'ai testé, j'ai eu des résultats. Et typiquement, tu vois, moi, j'ai un calendrier, mon Google Calendar, là. Il y a mes heures de sommeil. Genre, il y a écrit telle heure, c'est l'heure où je vais au lit, telle heure où je me réveille, tel truc. Tout est dedans, en fait. Genre, mes journées. Et donc, en fait, je fais quoi? Bah, je regarde mon calendrier, j'ai mes notes. Tu vois, je prépare mes tâches la veille pour le lendemain. Comme ça, le matin, j'ai pas à me faire, tiens, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je sais que je dois reprendre ce dossier-là, je dois faire ça. Donc, je suis vraiment très, très cadré. Et je vais pas te dire, j'aime pas trop les gens qui ont un discours, ouais, faut être équilibré. Parce que, en fait, quand t'es équilibré, bah, t'as pas de résultats partout, un peu partout, tu vois. Parfois, il y a un côté obsessionnel, violent, dans leurs termes. Parce que moi, j'appelle pas ça une obsession, j'appelle ça juste de l'ambition, vouloir, tu vois, et ça me fait plaisir. Franchement, à chaque fois que je passe une journée où j'ai vraiment fait tout jusqu'au bout, je suis trop fier de moi. Je dis à ma femme, je suis grave fier de moi, j'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui, tu vois. Et c'est un sentiment de ouf. Et ça, c'est un sentiment qui se renforce. Et les gens, on reparle de la honte, tu vois. Quand je passe des journées, ça arrive quasiment plus, tu vois. Mais j'ai déjà passé des journées à rien branler, à bouffer de la merde, truc. Tu te sens pas bien quand t'as bouffé de la merde. Ouais. T'as vu? Tu kiffes sur le moment et après tu te sens bizarre et tout, ça fait mal. C'est plus violent quand t'as une grosse ambition pour ta journée. Et qu'à la fin de la journée, tu regardes derrière toi et qu'elle était catastrophique. C'est tellement dur de se remettre sur les roues le lendemain et tout. Donc voilà, ce qui peut paraître extravagant, extrême, en réalité, c'est juste, je vais prendre une comparaison bizarre. C'est comme si vous vouliez faire tourner sur votre ordinateur Premiere Pro, Google Chrome et un jeu vidéo, avoir 2 écrans. C'est pas extrême en fait, c'est les caractéristiques, les standards qu'il va falloir pour votre utilisation. Bah pour mon utilisation de ma vie, il me faut des caractères de fou furieux, tu vois, il me faut une carte graphique de bâtard, 16 Go de RAM, tu vois. Ouais, non mais donc voilà. Mais tu sais que j'ai essayé moi le système du calendrier. Ouais. Et ça, j'y arrive pas du tout. Par exemple, quand c'est trop précis, là, je galère. Ah ouais? Ouais, je galère. J'ai besoin d'une légère flexibilité quand même. Ouais, après, t'es toujours un peu flexible. Moi, j'ai trouvé un autre système. Ouais. Je l'ai fait dans un autre sens. C'est qu'en fait, j'ai un système de colonnes, avec des grosses catégories. J'ai une catégorie santé, sommeil, travail. Okay. Et, j'ai des choses qui doivent être faites. Et je sais à peu près intuitivement quand est-ce qu'elles sont censées être faites. Ouais. Et je me note tous les jours. Ouais. Donc tu vois, c'est pour ça que je vais pas juger sur malade. Ouais. Et je me mets des notes, bah si c'est réussi, je me mets le maximum des points. Si j'ai fait la moitié, c'est la moitié. Okay, si je l'ai pas fait, je mets 0. OK, ouais. T'es une grosse merde, t'as pas fait. Ouais. Et au fur et à mesure, en fait, je complexifie cette base. C'est ce qui m'a permis d'ajouter des habitudes. C'est-à-dire qu'au début, j'en avais que 5. Donc voilà, bien travailler le matin, bien travailler l'après-midi, aller au sport, faire attention à ce que je mange. Puis après, faire attention à ce que je mange, c'est de ne pas manger de sucre, avoir mon taux de protéines journalier, etc. C'est ça, exactement. Et petit à petit, je l'ai complexifié comme ça. Maintenant, mon machin, il est gigantesque. Il y a genre 40 colonnes. Et t'as vu le plaisir? Ouais, pardon. Ouais, et bah c'est justement, en fait, j'ai l'idée. C'est d'hacker le système de récompense parce que quand j'ai toutes mes cases, en plus j'ai mis le code couleur, du coup mes cases deviennent vertes et donc j'ai tout mon tableau qui devient tout vert et là je suis tout content et le mois suivant je rajoute une autre colonne, j'ai ma colonne rouge, je m'énerve sur cette colonne rouge, c'est con hein, et du coup petit à petit elle monte et j'ai rajouté le truc de pourcentage pour voir l'évolution et mois après mois bah super, ça monte doucement, tu vois. Mais t'as vu comme le fait de se servir de notre faiblesse, exactement, pour en faire une force, ça ne peut marcher que comme ça. Parce que les êtres humains, soit s'éloignent de la souffrance, soit vont vers le plaisir. Et quand tu transformes des trucs qui étaient chiants avant en source de plaisir,
T'as réussi à hacker, comme tu dis, ton cerveau. Ouais, c'est ça. En fait, faut savoir comment les autres nous ont bien manipulés. Exactement. Genre les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Exactement. Et une fois que t'as compris comment ils t'ont manipulé, essaye de te manipuler tout seul. Exactement. Et c'est un tel plaisir de cocher, tac, j'ai fait ça, tac. Ah putain, trop bien, j'ai fait quasi tout ce que je devais faire aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais. Si tu devais Là, alors, on reprend notre schéma du gars de la honte, tu vois. Ouais. Voilà. On va repartir de ce gars-là. Ouais. Les premiers petits pas, selon toi, qu'il devrait faire, qui vont l'emmener dans la bonne direction. Ouais. Genre, on va pas lui dire tout de suite, ça sert à rien de lui dire tout de suite, bouge-toi le cul, monte une boîte 1 million. Voilà. Les gars, ils te regardent, ils disent non, mais attends, là, je viens de finir ma partie de LOL, on n'en est pas là. Donc, les premières petites étapes qu'il peut commencer à faire et après, il s'améliorera. Ouais. Et ben, ça, c'est ce que j'ai appelé les conseils de Chad. Tu vois, j'ai créé une série sur Raptor Coaching Pro sur Instagram qui s'appelle les conseils de Chad et on en est à l'épisode 9, je crois, là. C'est vraiment les bases de la base. C'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place. Et à chaque fois, je donne 5, 6, 7 étapes. Tu choisis parmi tout ça. Le mieux, c'est de tout faire. Mais tu vois, tu peux te dire, bah, mon objectif, c'est que dans 1 mois, j'ai fait les 6, tu vois. Ou dans 2 mois, ou je sais pas quoi. Et ça commence par 4 œufs par jour. Alors, je sais que c'est chelou, mais tu vois, un mec qui joue à LoL, le truc, s'il mange 4 œufs par jour, je te jure que ça va changer sa physiologie un petit peu, mais aussi son approche de l'alimentation. Il va arrêter de toujours se faire commander. Il y a un moment dans la journée où il va devoir faire à manger. Donc, ça paraît rien, mais je te jure que quand tu veux commencer vraiment tout en bas, c'est très bien. 4 œufs par jour. Bon, dans les œufs, il y a du cholestérol. Faut pas confondre le cholestérol alimentaire et le cholestérol physique. Bon, voilà, on va pas entrer dans les détails. Le cholestérol, ça va être un précurseur et nécessaire à la fabrication de la testostérone. Il y a de la choline, il y a plein de choses excellentes dans les œufs. C'est un super aliment, pourvu qu'on les prenne de bonne qualité et pas les boîtes de 30 des poules qui se chient dessus. Même c'est respectueux pour le monde animal et on le paiera tôt ou tard parce que c'est trop violent. Ce qui se passe avec les animaux, c'est vraiment trop violent. Et donc ça, c'est les 10 000 pas. Facile. Tu transformes ça en jeu. Tous les jours, faut que tu atteignes 10 000 pas sur ton téléphone. Ton téléphone qui te servent à faire je ne sais quoi et des choses qu'on va pas dire aujourd'hui. Il te sert aussi à compter les pas. Facilement, tu as une appli de base. Et ben tu sors matin, midi, soir, tu fragmentes ça comme tu veux. Tu vas te promener, ça va te faire. Je liste tous les bienfaits de la marche, les bienfaits pour le cerveau, le bienfait pour la lymphe, les bienfaits pour tout, pour respirer, pour être bien, tu vois. 10 000 pas et tu commences à 7 000. C'est carré. Ensuite, t'as ne plus se trouver des excuses, super important, la responsabilisation des individus, etc., etc. T'as des trucs sur le sommeil, t'as vraiment les fondamentaux pour une vie structurée, et après t'as des niveaux là-dedans, tu vois. D'ailleurs, je recommande vraiment, je fais un podcast là récemment, un épisode spécial sur vaincre la dépression et l'anxiété. Et dedans, j'ai vraiment détaillé avec une gamification, c'est-à-dire j'ai transformé la vie en jeu vidéo, niveau 1, niveau 2, niveau 3, sur tous les détails possibles pour se sortir des situations vraiment catastrophiques. Et je leur demande pas un effort de fou, mais s'ils peuvent faire un peu 10 000 pas et aller écouter ce podcast-là en particulier, ils auront plein d'éléments pour vraiment commencer de zéro, c'était moi. Le niveau 0, c'était moi. En héros, de zero to hero, tu vois. L'aspect chimique, on en a parlé à différentes petites reprises comme ça. Corps, esprit. Alors, on a l'aspect philosophique, mais d'un point de vue aussi de la chimie, tout ce que tu recommandes sur l'alimentation, sur le sport, les pas, en quoi chimiquement ça provoque ces changements dans l'esprit aussi. Bah déjà, tu vas créer un terrain fertile à la production de testostérone. Testostérone, c'est l'hormone mâle par excellence, l'hormone qui va, oui, c'est les caractères sexuels primaires et secondaires à l'adolescence, à la puberté, mais c'est aussi l'envie de conquête, l'envie de compétition. Tu vois, dans le monde animal, les mâles qui ont le plus de testo, c'est eux qui se reproduisent le plus, parce qu'ils ont plus envie de se bagarrer, ils ont plus envie de rien lâcher et de gagner à bagarre. Et les femelles aussi se dirigent plus facilement vers eux. Et alors j'avais vu ça, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'ai vu que près de 80% des femmes se dirigeaient naturellement vers les hommes qui avaient plus de testostérone. D'accord. Et puis tu demandes à n'importe quelle femme, elle trouve ça élégant, un homme en costume qui a du charisme. Le rapport taille-épaule, c'est un des rapports les plus recherchés par les femmes en termes d'esthétique, d'attraction pure. Vraiment, je te parle d'un truc animal, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Donc, l'alimentation, etc. Donc, le sport va contribuer à te construire déjà un physique. Ouais.
une masse musculaire et en fait tout ce qui est synonyme de haute testostérone en plus, tu vois, visuel. Et puis l'alimentation va créer vraiment physiologiquement dans les apports en minéraux, en vitamines que tu vas donner à ton corps, dans la capacité à avoir une bonne digestion qui va te donner un meilleur état dans le cerveau, une meilleure clarté d'esprit. C'est énormément de choses, pas des pics de glycémie non-stop qui font que tu as envie de dormir, de paresser. Tu ne peux pas lutter avec la meilleure volonté du monde contre la physiologie. Tu vas t'infliger des énormes pics d'insuline, tu vas avoir envie de te relaxer, de dormir, c'est comme ça. Ouais. Et d'où l'idée derrière de toi lancer aussi la marque de compléments. En fait, elle rentre dans cette logique-là sur l'alimentation, enfin sur les vitamines, etc. Aujourd'hui, par rapport à, parce que la première critique qui vient souvent sur les compléments alimentaires, c'est de dire on n'a jamais mangé avant. Ouais, c'est ça. Pourquoi venir me faire chier aujourd'hui avec toutes ces vitamines? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, premièrement, c'est pas parce qu'on faisait pas des trucs avant qu'aujourd'hui on n'a pas le savoir pour optimiser. Alors bon, il y a le dopage et tout, mais tu prends les performances au sprint, tu prends les performances dans tous les sports, elles ont fait que ça. Et puis même, il y a toujours le premier mec qui a marché en haut de l'Everest, bah d'un coup il y en a 15 qui le font, etc. Ouais. Donc on est en progression, le fameux progrès, tu vois. On est en progression, c'est pas parce que des mecs ont pas fait ça avant. Ça c'est première chose. Deuxième chose, la qualité de l'alimentation n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, tu as des sols qui sont complètement devenus déserts, devenus inexploitables, devenus assez vides, pauvres en nutriments, etc. Ça se répercute dans tes légumes. Est-ce que c'est quand la dernière fois, bon, tu viens en Italie, c'est quand la dernière fois que tu as mangé une tomate qui avait du goût, tu vois? Moi, j'achète que des tomates anciennes, c'est les seules qui me redonnent du goût. Les tomates classiques, bah, il y a de l'eau, c'est pas ouf, c'est nul. Ah non, c'est affreuse. L'alimentation a subi un downgrade de fou. C'est pour ça que aussi à travers les gens sont en partie responsables. À travers leur économie, là où ils donnent de l'argent, forcément, tu vois, ils sont toujours attirés par le moins cher, ils veulent le moins cher et le mieux, et c'est incompatible, surtout à l'ère de la mondialisation. Donc, tu te tapes des États-Unis qui sont complètement dominés par la Chine parce qu'ils peuvent plus se passer du made in China parce qu'ils l'ont eu à si bas coût, tu vois. Donc, les gens, faut qu'ils fassent attention à ça. Donc, on a une baisse de toute façon de la qualité en nutriments et nutritionnels des aliments. Et puis derrière, quoi qu'il, je vais te prendre l'exemple de la vitamine D. Au passage hivernal, automnal, tout le monde est en carence de vitamine D. Parle-en à ton médecin, il va te dire « Ah oui, bah vous êtes en carence de vitamine D comme tout le monde. » Moi, j'ai des réponses comme ça, hein, tu vois. Je voulais faire une prise de sang qui me la fasse un peu rembourser, tu sais, parce que vu ce que je donne à la Sécu, si tu veux, j'aimerais bien que ma carte vitale serve à plus de 25 € par an, tu vois. Donc, tu vas te taper ça, tu vois. Non, la vitamine D, fondamentale pour la testo, fondamentale pour l'humeur, fondamentale pour la santé, fondamentale pour les os. Et bah, en ayant beaucoup moins d'exposition, tu vas en avoir beaucoup moins. Ensuite, les modes de vie. Très sédentaire aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. On n'a pas toujours été chez soi, on n'est pas fait d'ailleurs pour vivre chez soi, assis toute la journée, bien sous un bureau, à regarder le soleil par la fenêtre. Tu sais que si tu mesures avec une appli, il y a une appli sur le téléphone, les lux, c'est-à-dire l'unité de lumière perçue. D'accord. Si tu mesures l'unité de lumière perçue par une fenêtre, et que tu ouvres la fenêtre, tu vas te taper des trucs genre 10, 50 fois plus élevés, tu vois. Ah ouais, c'est pour ça que je dis aux gens, quand tu vois, je parle du rythme circadien, quand vous voulez prendre la lumière du soleil le matin, ne la regardez pas par la fenêtre, ça aura pas du tout les mêmes effets que de la regarder en ouvrant la fenêtre. C'est aussi simple que ça, tu vois. Il y a aussi la masse d'exposition du corps, ça compte ou c'est non, c'est juste les yeux, parce qu'en fait, les yeux, c'est, pour parler grossièrement, c'est ton cerveau qui déborde du crâne, ok? Ouais. Il déborde par les globes oculaires, pardon. Et ça, c'est tes yeux. Et tes yeux, donc il y a le nerf optique qui capte directement la lumière et qui envoie directement les messages qui vont commencer à créer comment ça s'appelle, du cortisol. Le matin, tu crées le cortisol qui est une hormone du stress pour te réveiller, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que faut pas prendre un café en général avant 1 heure et demie après le réveil. Il va démarrer le cycle de ce qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est ce qui va être responsable de la fatigue. Toute la journée, ça va s'accumuler. Comme ça, à la fin de la journée, quand le soleil est au plus bas et tout, c'est pour ça que t'es fatigué. C'est que t'as l'adénosine qui est accumulée, la fatigue. Ça va déclencher dans 11 heures la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est juste formidable, tu vois. Et quand t'appliques tout ça, j'en parle dans les conseils de chat, j'en parle dans les podcasts, tu vois, quand t'appliques tout ça, t'es refait. Et je sais plus quel était le sujet de base. C'était sur l'impact chimique sur du corps par rapport à l'esprit. Ok, d'accord. Oui. On a bien dévié, mais ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous retrouvez tout vous allez dans 10 000 pas, le podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, et tout est chronométré. Enfin, il y a des timecodes, quoi. Vous allez dans la rubrique d'Exascan. Et c'est là où j'en parle en détail. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais. On va arriver sur la fin. Ouais. On termine toujours par des conseils de lecture.
Ouais. Est-ce que tu as des livres à conseiller? Alors, il n'y a pas de nom en particulier, tu vois, un minimum de 3 au moins, ça serait bien. Mais et après, ça va dans n'importe quoi aussi. Hein. C'est pas forcément que les sujets qu'on a traités en ce moment. Ok. Alors moi, je suis pas un énorme lecteur. Tu vois, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'aurais peut-être travaillé à l'avenir. Je suis pas un énorme lecteur, je suis pas une bête de lecture et je vais pas t'enchaîner 40 000 livres et j'ai même parfois des troubles de l'attention, tu vois. Genre, je vais lire un truc, je vais réfléchir à ce que le mec dit, je vais faire, c'est pas con et tout, mes pensées vont un peu partir et je me rends compte qu'au bout d'une heure, j'ai passé ma vie à réfléchir sur chaque phrase et que j'ai lu une page, tu vois. Ouais. C'est très violent, mais c'est comme ça aussi. Ouais. Et donc, je suis pas un énorme lecteur, j'ai beaucoup lu avec des livres audio. Et je vais dire aussi autre chose, j'ai souvent lu moi, j'écoute beaucoup. J'écoute énormément de podcasts. Pour le coup, je marche, podcast. Je vais à la salle, podcast. Je sais que tout le monde n'a pas envie. Les gens à la salle, ils veulent du truc bourrin pour pousser. Ouais. Moi, ça me dérange pas, podcast, truc. Donc, j'écoute énormément. C'est comme ça que j'apprends. J'écoute les gens, j'écoute les auteurs, en fait, raconter leurs livres, tu vois. Ça va plus vite. Mais dans les recommandations de lecture, je vais aussi te dire que j'ai choisi certains livres pour ce qui pouvait m'apporter tout de suite, concrètement dans la vie. Et pour appliquer aussi ce qu'il disait plus ou moins, tu vois. Et je vais sortir le livre dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est la blague du développement personnel, mais c'est les 48 lois de pouvoir. Je trouve vraiment que c'est un livre exceptionnel de Robert Greene, je crois, qui est vraiment un fondamental. Et c'est simple, soit ces lois seront utilisées contre nous à notre insu, soit on pourra au moins le savoir qu'elles existent, s'en servir plus ou moins. Et les gens se disent que c'est un livre de manipulation, de méchanceté et tout, mais non, c'est un livre de comment, avec des exemples historiques, comment on a utilisé certains leviers psychologiques pour influencer, pour dominer, pour du leadership aussi militaire et des erreurs à ne pas faire. Et moi, quand je l'ai lu, j'étais dans une mauvaise période de ma vie. Il se passait plein de trucs dans mon école et tout. Et j'ai fait merde, bah ça, j'ai toujours fait cette erreur. Putain, j'ai toujours fait cette erreur avec les meufs. Putain, et je fais, mais attends, bâtard, pourquoi, pourquoi, où était le mec qui m'a dit de lire ce livre quand j'en avais besoin? J'aurais pas fait toutes ces merdes, tu vois, il y a des trucs qui m'ont niqué ma vie. Et ben, en lisant ça, j'en ai pris conscience que je faisais des erreurs, et voilà, tu vois. Donc il y a ce livre-là que je trouve formidable, The Power of Habits, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a The Obstacle is the Way, je suis désolé, c'est des livres que j'ai écoutés en anglais, ça m'a permis aussi d'améliorer ma compréhension de l'anglais. Je fais souvent ça, t'écoutes ouais, j'écoute énormément d'anglais, ouais. Et parce que si c'est très développé là-bas dans les podcasts, dans les trucs. Et The Obstacle is the Way de Ryan Holiday, donc l'obstacle et la voie, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie, vraiment. Ça m'a... J'ai relativisé parce que ce livre t'explique que la vie est faite d'obstacles, premièrement. Donc tu les esquiveras pas, à moins que tu fasses vraiment rien. Mais du coup, ta vie est pas ouf, tu vois. Ta vie est même minable. Et il t'explique que il faut que tu te serves de chaque merde qui t'arrive dans la vie, chaque obstacle, soit pour en apprendre quelque chose. Il y a que des victoires ou des leçons, tu vois. Ouais. Soit, plus intelligent encore, Aikido, Judo, tu t'en sers pour quelque chose de positif, tu te creuses les méninges pour voir comment tu vas pouvoir transformer cette chose en quelque chose de positif. Et ça, je l'ai utilisé dans toute ma vie, dans toute ma carrière, et ça m'a vraiment sauvé. Donc c'est vraiment, je vais pas te citer 40 000 livres, c'est vraiment les 3 que je recommande à fond. Les 48 lois de pouvoir de Robert Greene, je sais que c'est cliché, mais c'est un basique de chez basique. Ah, allez. How to Win Friends and Influence People. Ah oui. D'ailleurs, alors ça, c'est très marquant. Ouais. Ce livre-là. Donc, en français, c'est, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et influencer les gens. Et ben, justement, la version française, ils ont enlevé influencer les gens. Bah oui, parce que c'est mal, c'est sûrement mal. Ça veut dire beaucoup, quand même. Ouais. De Dale Carnegie, je crois, c'est ça. Ouais. Et, alors ça fait genre sans amis, la honte MDR quand se faire des amis. Ah, il y a un livre sur les amis. Ça c'est tu vois. Et je vous jure que c'est vraiment super intéressant et pareil, ça a transformé ma façon de m'adresser aux gens, les premières interactions, ma façon dont je parlais aux commerçants, des trucs comme ça, tu vois. Et ça rend aimable et être aimable, c'est souvent bien récompensé dans la vie et on a besoin de gens plus aimables aussi autour de nous. Le pouvoir des habitudes de je ne sais plus qui, pardon, et L'obstacle et la voie de Ryan Holiday. C'est les 4 fantastiques, ok? Oh, parfait. Ouais. Eh ben, très bien. Eh ben, écoute, Ismaël, merci beaucoup. Merci à toi. Tant que j'ai encore toute votre attention, pensez évidemment à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Laissez des petits commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Vous pouvez, critique constructive. Uniquement. Voilà. Et puis, surtout, en fonction des sujets qui vous ont intéressé, si vous voulez peut-être parler un peu plus muscu, on avait fait un épisode avec Jean Honche. Si vous voulez côté un peu dev perso, dépassement de soi, on a plein de gars, commando marine, force spéciale. Donc là, on est quand même sur des gars, ils sont rodés. Voilà.
Et puis sur les trucs entrepreneuriat, on a Éric Larchevêque, Yomi Denzel, on a Anthony Bourbon. Bref, allez faire un tour sur la chaîne. Vous avez une masse de contenus qui peuvent se raccrocher à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà. Écoute, Ismail, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un vrai plaisir. Et puis très bientôt à tous pour un prochain épisode. Salut.